Bonjour, bienvenue à notre podcast « Deux femmes, un rêve ». Le concept est simple. On invite quelqu'un qu'on admire pour son audace, sa créativité, et cette personne, à son tour, invite quelqu'un qu'elle admire. Deux femmes, un rêve, le podcast animé par Clémence Carton et Marie-Pierre Poirier. Et maintenant, place à notre commanditaire. Parce que oui, dès le premier épisode, nous avons la chance d'avoir un commanditaire. Cette commanditaire, ce n'est autre que la boutique sensuelle, oui, sur Saint-Laurent. Alors, ce n'est pas juste un sex shop où tu peux acheter des vibrateurs et de la lingerie fine. C'est bien plus que ça. C'est une boutique vraiment qui est concentrée sur la santé sexuelle dans sa totalité. Donc, tu as des livres, des bijoux, des jeux de cartes même, du lubrifiant, des bougies de massage, etc., etc. Et donc là, c'est l'instant influenceur. Pour chaque commande de plus de $20, passez sur le site boutiquesensuelle.com avec le code promo 2femmes10. Tu as droit à 10% de réduction. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à vous souhaiter très bonne écoute. Fait que bienvenue au podcast Deux femmes, un rêve. Alors pour cet épisode, on a décidé d'inviter Gab Archambault. Salut Gab. Allô. Alors Gab, tu as décidé d'inviter Rose. Oui. Donc voilà, dis-nous pourquoi tu l'as invitée. Oui, mon ami Rose, on s'est rencontrés à travers l'impro à Granby. Les deux, on vient de cette belle région. Puis avec le temps, on s'est forgé une belle amitié. C'est quelqu'un avec qui je collabore dans mes projets. Elle m'envoie aussi de ses projets. C'est une fille full créative qui a une belle drive. Fait que j'étais content de pouvoir la présenter. Ah, trop mimi! Rose, c'est quoi tes projets créatifs? Parle-nous de ce que tu fais, là. Caroline de Bin. Ouais, c'est ça. J'ai rencontré Gab à travers l'impro. Fait que déjà, c'était comme un petit univers créatif dans lequel on se côtoyait. Sinon, un peu plus tard aussi, moi, j'ai commencé des études en cinéma à Concordia. Okay. Puis un de nos autres amis communs faisait une web-série où Gab était. Puis là, j'ai joué avec Gab aussi dans cette web-série-là. Fait que c'était comme une autre occasion qu'on a eu l'occasion de se côtoyer un peu plus. Fait que c'est ça, je fais du cinéma. Sur les plateaux, je fais beaucoup du son, des costumes, des choses comme ça. Je fais de la couture beaucoup. J'essaie d'écrire aussi un peu des scénarios, des trucs comme ça. Wow. Donc on s'amuse bien, là. Ouais. Elle m'envoie tout le temps des idées de jokes que je devrais plus exploiter, honnêtement. Mais en plus, je vois tout le temps comme que dans le milieu de l'humour, c'est vraiment une plaie, là. Le monde qui vous dit genre « Ah, vous devriez faire cette blague-là. » Puis là, à chaque fois, je me dis « Ah, est-ce que je dépasse cette ligne-là avec Gab? » Mais je me dis « Ils sont tellement bonnes, mes blagues, là, ça vaut la peine. » Et dans ce cas, les présenter toi-même sur scène, est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais? Je sais pas. On dirait que je me vois pas nécessairement. Un jour peut-être, mais c'est pas... on dirait que j'ai tellement de la misère à la base, moi, à mettre du temps puis de l'énergie sur mes projets à moi qu'on dirait que j'ai de la misère à me focusser. Fait que là, on dirait qu'en ce moment, là, c'est ça mon but dans la vie, là, c'est de mettre mon énergie puis mon temps à la bonne place, puis de pas trop m'éparpiller. Fait que là, j'essaie vraiment de me concentrer sur mes projets, mettons, de court-métrage. Mais peut-être qu'un jour, ça ira à l'humour. Tu voudrais être réalisatrice? Ouais, j'aimerais vraiment ça, faire de la réalisation ou de la scénarisation. Je serais plus en scénarisation, mais je pense qu'au Québec, on a quand même une culture de... C'est rare quelqu'un qui est juste scénariste, là, versus aux États-Unis, qui est un peu les deux. Mais, fait que là, je pense que la réalisation vient un peu de pair, mais ces temps-ci, ce qui me fait vraiment triper, là, c'est plus la scénarisation. C'est quoi tes films, mettons, top 5 des films préférés pour que nice je vois, pour que je vois ton J'adore style. les top 5. J'adore les top 5. C'est vraiment difficile. Je pense que un film que ça fait longtemps là, qui est dans mon palmarès, puis c'est vraiment un feel-good, c'est Hunt for the Wilder People de Taika Waititi. Je sais pas si vous l'avez vu, là, il est sur Netflix, là, mais il est super underrated, ce film-là, puis je comprends pas pourquoi, parce que c'est un masterpiece, c'est tellement feel-good. En gros, c'est juste ça se passe en Nouvelle-Zélande. Taika Waititi, pour vous donner une idée, là, il a réalisé les Thor, là. C'est lui le réalisateur des derniers films Thor. C'est le mari de Rita Ora, là. Ouais, exact. Oui, je vois très bien. Ouais. Puis, mais tu sais, les Thor, ils ont pas de tant rapport avec ce qu'ils faisaient avant. Avant, ils faisaient beaucoup des films avec, justement, la population indigène en Nouvelle-Zélande, parce que lui, il vient de Nouvelle-Zélande. Puis là, c'est un petit gars, justement, qui est en Nouvelle-Zélande puis qui passe à travers le système social parce qu'il est orphelin, dans le fond, là. Fait qu'il faut qu'il se trouve une nouvelle famille d'accueil. Puis là, il atterrit dans une famille d'accueil avec Sam Neill, le gars de Jurassic Park.
Puis là, Sam Neill, c'est genre un farmer, super trash. Mais le film, il est hilarant, là. C'est super, super bon. Fait que ça, je pense que c'est mon top 1 depuis longtemps. C'était vraiment une grosse découverte. Sinon, Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, je trouve que c'est un classique. Il y a les Indiana Jones aussi qui trônent depuis que j'ai 10 ans. Là. Qu'est-ce que tu penses du dernier d'ailleurs? Ben, il était feel good quand même, mais c'est pas le meilleur. Là. Je pense pas qu'il y a personne qui va se battre. Vous l'avez vu? Le dernier, j'ai pas vu, non. Toi, t'en as pensé quoi? Je l'ai trouvé nice en fait de retrouver Ouais. l'univers d'Indiana Jones, ça fait toujours du bien. Puis de voir que Harrison Ford, il est encore capable de faire ses films, tout ça. C'est sympa, mais c'est sûr, t'auras jamais... C'est comme faire un reboot, je sais pas, de Harry Potter dans 15 ans. Ouais. Ça sera jamais aussi magique, bah, littéralement, Ouais. que le premier film que tu vois quand t'as 10 ans. Et ouais. Mais non, moi, c'est ça qui m'avait gossé un peu, mais là, j'étais peut-être trop dans les technicalités, mais il y a tellement de scènes que c'est du deep fake, que tu sais, c'est pas son vrai corps, pis c'est pas sa vraie face, puis moi, on dirait qu'avant, ça m'émerveillait, ces films-là, puis on dirait qu'il y a une espèce de partie de moi qui trouve que c'est de la triche, tu sais, c'est des images qui ont jamais existé, qui vont jamais exister, qui sont infaisables, tu sais, c'est vraiment juste de l'ordi, fait que moi, c'était plus ça qui me gossait, tu vois, j'étais contente de retrouver l'univers, mais comme tu disais, c'est pas la même chose parce que ça n'a pas existé, tu sais. Tandis que dans les 3 premiers volets, ben, tu sais, c'était lui pour vrai qui faisait ses cascades. C'est vrai qu'il faisait toutes ses cascades et la Sraki. Ouais, mais ça, les 3 premiers, là, c'est vraiment des feel good que j'aime beaucoup. Il me semble que t'aimes aussi les comédies musicales. Ah oui, c'est vrai. Les musicals, right? Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ben La La Land, je pense que c'est un grand classique. Ouais. Que ce film-là, on dirait qu'au début, quand je l'ai vu, je l'ai pas trop aimé parce que l'histoire d'amour, elle aboutit pas, mais je l'avais vu quand même jeune. Je pense que je l'avais vu à comme 14-15 ans. Mais là, on dirait que plus je le réécoute, à chaque fois, il me touche d'une différente façon, tu sais, une différente partie de ma vie. Fait que j'ai beaucoup aimé ce film-là pour ça. Puis là, je me dis, faudrait que je nomme un film québécois. Là. T'es pas obligé. On a pas. Moi, j'adore High School Musical 2. En termes de musique. Le 2. Toi, le 2, il y a les meilleurs tunes. Plus Camp Rock ou High School Musical? High School Musical, voyons donc. J'aime juste la scène de... Camp Rock! Je sais pas si vous avez vu le... Ça, c'est Camp Rock, c'est pas High School Musical. Il y a un défi, justement, sur les réseaux où tu dois boire un shot à chaque fois que tu trouves ça cringe. Et c'est vrai que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup... Moi, j'étais une grande fan des Jonas Brothers. Ouais, moi, Nick, c'était mon futur mari, tout ça. Yes. Ouais. Puis effectivement, j'étais comme, oh waouh, Demi Lovato qui chante avec Joe Jonas, so émotionnante. Puis tu le revois genre des années plus tard, puis t'es comme, comment ça se fait qu'il y a des adultes qui ont tourné ça et que les gens qui ont payé ça ont regardé le film, ont fait oui, on va diffuser. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ça mais en même temps, ils ont eu raison quelque part parce que moi aussi, le Camp Rock, c'était culte, puis j'aimais ça, puis j'embarquais full, fait qu'ils ont eu quand même raison. Oui, parce que... sur le coup, ouais, t'as... Mais je suis d'accord avec toi que j'ai réécouté l'autre fois avec ma cousine, puis j'étais comme... Puis elle avait pas vu, puis j'étais comme, tu vas voir, c'est bon. Puis là, finalement, je suis non. Il y a des petits bouts de cringe. Ça c'est horrible. C'est comme, tu sais, quand tu montres une vidéo humoristique à quelqu'un, puis t'es là, t'étais déjà limite en train de rire, puis la personne, elle regarde, puis elle fait, je sais pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Toi, t'as le break. Mais moi, High School Musical, c'est le meilleur tune, le 2. Je le dis, le 2. Allez écouter le 2. Mais c'est vrai que le 2 est les meilleurs tunes. Ouais. I don't dance, I know you can't, not a chance, oh! En tout cas. À découvrir. Ouais, c'est ça. Je suis jaloux des gens qui l'ont pas encore écouté. Je le revivrai une première fois en secret. Mais toi, tu l'as vu quand la première fois? Vraiment jeune, quand ça sortait, quand ça passait à la télé. C'est les films que... Dans le film, il y a des blacks pour mettre les annonces. Là. Fait que quand tu réécoutes le film aujourd'hui, il y a encore ces blacks-là. Puis ça repart, puis t'es comme... Ah, OK, c'est là qu'il y avait l'annonce. Fait que je l'ai écouté vraiment jeune, mais j'ai commencé à triper à cause d'un de mes amis, Jordan, dont tu as parlé, qui fait des petites web-séries avec moi, qui capote sur High School Musical, mais d'une façon un peu ironique, là, si on veut. Là. Mais c'est devenu une obsession qu'on l'a écouté comme 15 fois batté chez nous quand on était coloc, puis là, on connaissait toutes les tunes par cœur, fait que c'est resté. Ça fait partie de mon identité maintenant.
T'es plus Wildcat! Ouais. Mais je pense que c'est le genre de film qu'il faut que tu vois jeune. Parce que moi, tu vois, je l'ai vu, j'avais peut-être 12-13 ans, puis j'ai jamais embarqué. Là. Il est trop tard pour C'était, moi. c'était fini pour le high school. Voilà. Et toi, t'es cinéphile aussi, Gab? Oui, quand même. J'ai eu ma phase très cinéphile au cégep OK. où j'allais au Vidéotron de Grimby, RIP. Ouais. C'est un centre de vaccination. Oui, c'est ça. Puis j'allais acheter les films prévisionnés qui vendaient pas cher. Puis je suis devenu très, comment je pourrais dire, là, pas hautain, mais j'étais genre, j'adore les films d'auteur. C'était important pour moi. Puis là, tous les films qui étaient oscarisés, j'allais tous les chercher. Là, fait que là, genre Birdman, tous ces trucs-là. J'étais beaucoup là-dedans. Puis à un certain point, je me suis comme calmé. Là, quand je suis déménagé à Montréal, j'ai comme arrêté de m'acheter des films parce qu'il fallait de l'argent pour payer le loyer. Puis maintenant, je suis plus, je suis moins en mode où est le prochain Dolan. Puis je suis plus en mode, j'aime un peu tout. J'aime les mauvais films, les bons films. J'aime ça à cette heure, regarder ça avec un œil de, même si le film je le trouve imparfait, qu'est-ce que j'ai aimé dedans, qu'est-ce qui m'a inspiré dedans. Fait que c'est mon vibe. J'aime ça aller au cinéma checker les films de super-héros. Je suis fucking basic. Basic. Je suis encore genre Spider-Man, yeah! Je pense que quand Batman il est sorti, tu as fait la voix pendant un bout. Oui, c'est vrai. C'est peut-être pas votre genre. Avez-vous vu le Batman avec Robert Pattinson? Je crois que je l'ai vu dans l'avion, mais je me suis endormie devant. Mais, ouais, c'est un mais c'était film, assez comme dark. Puis... C'est un film lent, lourd, de 3 heures. Faut vraiment que tu tripes pour aimer ça. Mais moi, je tripais. Fait que j'ai fait la voix pendant comme 1 an à faire la vaisselle. I'm vengeance! Puis comme, que ça, là, jusqu'à temps que ma blonde fasse comme... C'est trop. Ouais. Là, on arrête. Oui. Fait que moi aussi, un petit côté cinéphile, mais moins développé que Rose. Là, je suis plus un amateur qu'un créateur. Puis comment t'as commencé dans l'humour, Gab? Parce que t'as pas fait le nage. Fait que c'est venu comment dans ta vie? Ça a commencé très tôt. Tu sais, moi, j'étais vraiment le classique jeune garçon de sa région qui fait toutes les talent shows, qui fait les cours de théâtre, n'importe quelle occasion qu'il y avait de faire un spectacle puis d'aller monter sur scène, faire du genre de stand-up, de l'animation. Je le faisais, fait que c'était un rêve de jeunesse qui a commencé super jeune. Puis quand je suis déménagé à Montréal, pour aller étudier à l'UQAM, mais avec la ferme intention de commencer à faire les soirées d'humour. Okay. Puis j'étais allé voir des soirées, puis là, j'ai choqué totalement. Moi, ça m'a complètement intimidé de réaliser, OK, non, je suis pas le seul qui est drôle. Il y a d'autres jeunes de d'autres villes qui viennent ici et ils sont tout aussi bons. Puis ça m'a un peu fessé d'en face. Moi, j'avais un ego là, surdimensionné quand j'étais jeune. J'étais enfant unique, puis j'étais comme, tu sais, j'étais important, moi, là. J'étais important, tu sais. Je pense que c'est le Grimby syndrome, parce que j'ai vécu la Vraiment, fait qu'il y a eu... il y a eu un peu cette claque d'en face-là, puis moi, j'ai comme un peu choqué l'humour. J'ai décidé d'aller faire le party à l'UQAM pendant 4 ans, vraiment fort. En quoi t'étudiais? En communication. Okay. Donc, pour ça que j'avais beaucoup de temps à faire le party. Puis, quand je suis sorti de mon bac, je m'étais fait des bons amis. J'avais vraiment aimé l'expérience, mais je savais que je voulais pas travailler en communication. Je voulais pas travailler dans une boîte de pub ou je savais que c'était pas moi. Fait que là, j'ai fait comme c'est quoi que j'aimais déjà. Puis c'est là que je me suis donné la chance de retomber dans l'humour. Fait que tu vois, moi, j'ai commencé, je me suis mis à faire un peu de choses juste avant que la pandémie frappe. OK. Puis après ça, j'ai recommencé un peu en même temps que vous autres, quand la pandémie s'est calmée, puis qu'on était une grosse gang à commencer à en faire. Fait que moi, ça a vraiment plus parti là, mais ça date de moi à 5 ans qui prend le micro pendant le genre... dîner de famille. Oui. Puis qui chante l'alphabet. A, B, C, Fait que ça part de vraiment loin. C'est ta famille qui t'applaudit, là. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, ma famille, j'ai la meilleure famille. C'est tout du monde qui m'ont toujours beaucoup encouragé, quasiment trop, là, à un point que c'est ça, là, tu sais, que c'était comme très... Moi, quand je vais dans ma famille, ça a de l'air niaiseux à dire, mais... C'est Beyoncé qui débarque, quoi. Oui, parce que c'est comme... Comment ça va l'humour, comment ça va ci, puis ça a tout le temps été beaucoup tourné vers moi, ce qui fait que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment les mécanismes de « Ah bon, mais dans le fond,
quand on est avec du monde, on parle de moi. OK, c'est ça la règle, là, je pense. Puis là, plus tard, j'ai compris ça, puis j'ai appris à être un peu plus humble puis ouvert aux autres. Mais j'ai vraiment une famille qui est comme ultra encourageante dans tous ces niveaux-là. Puis encore aujourd'hui, quand je reviens à Noël, des fois, je me tente de comme... Hey, pourquoi c'est que moi qui parle de ma vie, tu sais? Ouais. Puis là, je reviens à mes parents, puis vous autres, là, puis là, c'est comme, ah, ça va! That's it. Ouais. Là, tu sais, je suis comme, non, racontez-moi Allez. plus. Fait que, ouais, ça part de bien loin. Puis voilà, un homme, un rêve. Yes, sir! Sur une scène près de chez vous. Ouais, c'est ça. de pourquoi je me suis mis à faire des soirées d'humour à Grimby, là. Mais c'est dans différentes salles. De ce que c'est je ça? comprends. Ouais. Alors, petite précision pour les personnes qui ne regardent pas la vidéo. Ben oui. Gab est vêtue d'un coton ouaté jaune C'est canard l'audio-description. avec marqué dessus Drôle en Estrie, qui est le titre de la soirée d'humour Ouais, que exactement. tu animes à Grande Bay. C'est ça, exact. En fait, à la base, le projet de Drôle en Estrie est parti de... On organise ça 3 gars qui viennent de Grimby, qui sont humoristes. Mes 2 autres partenaires, c'est Sébastien Russell et Michael Laragibel. Je les salue. Puis c'est eux autres qui voulaient partir une soirée à Grimby, puis on se connaissait à travers l'impro, un peu comme Rose. On joue tous dans la même ligue à Grimby. Puis ils étaient comme, hey, Gab, on veut partir une soirée, ça te tente-tu d'embarquer? Fait que j'ai embarqué avec eux autres, puis finalement, on s'est mis à gérer ce soirée-là à 3 têtes. Puis effectivement, on fait ça dans différentes salles. On essaie de trouver un nid où on va rester pendant longtemps. Comme là, à Grimby, on joue beaucoup au Cool Club, dont vous avez déjà parlé Yes, au podcast. exactement. On avec a Sarah même un Kev. tatouage de Sarah Bean. Ah! Êtes-vous allé au Cool Club vous le faire faire? Non, vous le faites, malheureusement. Ah, celle qui vous a fait le micro, les deux Oui, avaient le micro, c'est hein? Ah, c'est Ah, cool. nice. C'est ça. Ouais, non, Très c'était justement une occasion. Sarah Bean, elle était à Montréal, fait qu'on s'est dit ça va être Nice. plus efficace de la voir quand elle est à Montréal plutôt que d'y aller. Mais on a quand même en tête Oui, on va d'y y aller aller. très bientôt au Cool Café. Oui, au C'est... cool. Oui, c'est écœurant comme endroit. Puis c'est comme un endroit un peu unique à Grimby. Il n'y a pas vraiment beaucoup de place là, pour faire des spectacles puis Ouais. recevoir une communauté artistique. Puis ils ont vraiment créé cet espace-là. C'est magique. Là. Ouais, c'est vraiment un beau lieu, là, puis toute la gang est super sympathique, super chaleureuse, puis ouais. Fait que bref, à Grimby, là, on est placé plus là. Fait qu'on joue surtout là à Grimby. Ok. Mais c'est ça, avec le temps, on jouait juste à Grimby. On s'est mis à se faire contacter par des gens d'autres villes voisinantes qui voyaient un peu le titre Drôle en Estrie. Ben, venez donc à Farnham faire un show, venez donc à Quansville en faire un. Fait qu'on s'est mis à recevoir des invitations puis faire des shows un peu plus en mode pop-up, un show par-ci, un show par-là. Puis on est encore, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an qu'on essaie de rouler cette soirée-là. Fait que on est encore en expérimentation, en train de trouver sur le long terme comment on va réussir à faire durer ça, puis comment on va réussir à faire en sorte que les gens reviennent voir le spectacle. Des fois, on a des soirées où on est comme, ben voyons donc, c'est plein, puis il y a 75 personnes, puis on a fait des shows aussi devant une quinzaine de personnes, un classique. Fait qu'on est encore dans tout ça, c'est super le fun. Voilà. Nice. C'est moi, vu qu'il y a le micro mousse, il y a comme un désir constant de faire du ASMR. Oui, là, c'est ça. Retiens-toi. Oui, je découvre ça. Parfait. Mais ouais. Et toi, oui, Rose, par rapport à tout ce projet de réalisation, c'est toujours ce que tu as voulu faire? Vraiment pas. Moi, ben, je relate tellement à ce que Gab il a dit, là, parce que moi aussi, c'est un peu ça, à Grimby, même affaire, parce que Gab, il est un petit peu plus vieux que moi, mais moi aussi, j'étais la fille que il y a un gala animé, il y a un gala méritance animé, il y a un événement, l'harmonie de Grimby fait un spectacle parfait, c'est moi qui vais faire l'animation, tu sais, c'était comme, j'enchaînais toutes les occasions comme ça, je faisais de l'impro en parallèle, j'étais quand même très impliquée au niveau de la vie communautaire à Grimby. Puis ça, c'était pendant mon secondaire. Puis là, finalement, j'arrive au cégep, je sais pas trop m'inscrire, j'hésite entre aller comme en sciences, parce que j'ai quand même de la facilité à l'école. En même temps, j'haïs ça, tu sais, genre, je suis nulle, puis ben, j'aime pas ça, mais je suis bonne. Fait que là, j'étais comme, ah, je vais dessus. Mais là, après ça, réfléchis, puis là, ma mère est comme, tu sais, t'aimes pas ça, va pas là-dedans. Fait que là, je m'inscris par hasard en art lettres communication profil cinéma OK. parce que l'autre profil qu'il y avait c'était genre dessin
Puis j'étais comme, je vais vraiment pas aimer ça, faire du dessin pendant 2 ans. Fait que là, je m'en vais là-dedans. Tu sais, en me disant, j'aime ça écouter des films, c'est cool, puis ça va être le fun. Mais moi, j'avais pas, avant de rentrer au cégep, j'avais pas compris que tu pouvais travailler en cinéma. On dirait que je comprenais que tu pouvais aimer le cinéma parce que t'aimes ça écouter des films, mais je pensais pas que tu pouvais aimer ça parce que tu peux en faire. On dirait que c'était pas une option, c'était pas quelque chose que j'envisageais ou que je voyais dans ma tête. Puis là, c'est quand je suis arrivée là, premier cours, je me rappelle, mon prof, il était tellement passionné, puis il nous montre, puis là, il est comme « Hey, sur ce film-là, combien vous pensez qu'il y a de personnes qui ont travaillé là-dessus? » Je me rappelle poser cette question-là, puis le monde était comme « Combien de personnes qui ont travaillé là-dessus? Qu'est-ce qu'il veut dire? » Tout. Puis là, il nous sortait des chiffres, genre « Il y a 230 personnes au générique. » Tu sais, puis t'es comme « What? Il y a 230 rôles différents que tu peux faire sur un film, puis tu peux participer comme ça. » Fait on dirait qu'il m'a fait découvrir au travers des 2 ans que c'est vraiment un écosystème, un microcosme, ben vraiment une industrie, là. Puis après ça, quand je suis arrivée à l'université, là, OK, je comprends qu'il y a des rôles sur un plateau. Mais là, après ça, j'arrive à l'université, puis OK, non, il y a des personnes qui sont en production. Après ça, il y a des personnes qui sont en distribution. Après ça, il y a des personnes qui sont en diffusion. Il y a des personnes qui sont en packaging de films. Tu sais, dans le sens, c'est super varié, ça se ramifie les tâches que tu peux faire tout en lien au cinéma, fait qu'on dirait que je suis encore vraiment beaucoup là, dans la découverte de ça, là, même quand je mets les pieds sur un plateau ou que je parle à quelqu'un, c'est vraiment un monde qui me fascine, des possibilités qui sont toutes reliées à cette passion-là au début, fait que je suis un peu encore dans la découverte de ça, mais on dirait que c'est en voyant tout l'éventail de trucs que tu pouvais faire qu'une fille comme moi qui a un peu de la misère à se brancher des fois, qui aime ça sauter à droite à gauche, j'ai fait « Ah, OK, ben c'est cool, tu sais, je peux me lancer là-dedans, puis je vais faire ça pendant 3-4 ans, puis après ça, je vais faire ça, puis après ça, je vais faire ça. » C'était où, au cégep? À Granby. À Granby, OK. Ce petit oasis de plaisir au milieu des cantons de l'Est. Ça pourrait devenir un drinking game, genre à chaque fois que Granby est mentionné. Ouais, c'est ça. Ouais. Take a shot. Ouais. Mais moi, j'ai étudié au Cégep Saint-Laurent, cinéma, ouais. mais à une autre époque. Donc, on tournait en super VHS. Ouais. Puis maintenant, c'est tellement cool de filmer avec ton téléphone, tu sais, puis tu peux même faire le montage sur ton téléphone. Fait que c'est beaucoup plus accessible. Ouais, n'importe qui peut faire un film. Puis tu sais, même les types de caméras, moi, c'est genre, tu sais, j'ai plein d'amis qui sont comme directeurs photo ou assistants cam, puis ça me fascine les connaissances qu'ils ont, là, tu sais, parce que pour eux, une caméra, c'est pas une caméra, c'est une HP 204 8S avec telle lentille, tel fil de diffusion, puis c'est vraiment un monde là, où autant il y a des gens super cartésiens, super whiz de tech, genre, qui vont se retrouver, autant des gens super créatifs. Fait que, en tout cas, on dirait que c'est toute l'amalgame de gens que je croise là-dedans que je trouve super enrichissant puis le fun à découvrir. Là. Moi, c'est plus une question là. Fait que là, à date, t'as déjà participé à des longs métrages, des courts métrages, des séries, des choses comme ça. Okay. Ouais, puis je me promène un peu de rôle en rôle, tu sais, comme j'ai déjà fait des... Ben, tu sais, moi, j'ai fait des petits courts-métrages de mon côté comme réalisatrice, scénarisatrice. Mais sinon, tu sais, j'ai participé à des web-séries où je faisais le design de costumes. Ou là, en ce moment, tu sais, il y a 1 mois, j'étais chauffeur, genre, sur le film de Riccardo Trocchi. Ou, genre, cet été, je faisais la perche sur Complètement lycée. Fait que c'est comme... En tout cas, moi, j'aime ça. Là. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je me pose puis je me perfectionne dans un poste, une discipline. Mais on dirait que j'aime ça, le fait de découvrir plein de réalités. Puis après ça, t'arrives dans un département, puis il y a vraiment les problèmes, puis les attitudes, puis face à le département son, les problèmes, les trucs, les paramètres propres au département costume. Fait que c'est le fun. En tout cas, moi, j'aime ça me promener là-dedans. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire tous les départements. Ouais. Quand tu es réalisateur, après, tu parles au chef du département, puis tu sais de quoi tu parles. Ouais, exact. Parce que tu l'as fait. Mais c'est tough, c'est vraiment tough, moi, je trouve, à me poser, parce qu'on dirait, c'est ça aussi, en cinéma, il y a une multitude de postes, de trucs, mais il y a tellement de façons d'arriver là aussi, là. Tu sais, tu parles d'un Xavier Dolan, que lui avait son premier long-métrage fait à 19 ans, tu sais. Il y a comme 1% là, des réalisateurs que c'est ça, mais c'est quand même un chemin valide qu'il a fait, tu sais. Puis là, après ça, t'as des réalisateurs que, eux, au contraire, ils vont avoir été, par exemple, premier assistant pendant 10 ans avant d'avoir leur premier film financé, tu sais. Il y a tellement de chemins, ben, un peu comme en humour aussi, là, tu sais. Il y a tellement de chemins, tellement de façons que maintenant, tu dis, c'est quoi le plus efficace? Mais je pense qu'il y a aussi, des fois, il faut se détacher de l'efficacité de la chose, puis juste être comme, ben, regarde, je suis là, puis j'apprends, puis... Ouais.
Ouais. Et là, tu parlais comme quoi tu avais déjà réalisé 2 courts-métrages. Ouais. Est-ce que c'est des courts-métrages disponibles sur des plateformes? Hey, je suis gênée, legit, de vous diriger sur ces courts-métrages-là. Il y en a un que j'ai fait au cégep. Puis c'était une adaptation du roman Le magasin des suicides. Puis ils ont fait un long métrage animé de ce film-là, mais nous, c'était comme une adaptation de l'univers qu'on prenait, que c'est un monde où c'est comme super accepté socialement de se suicider. Tout le monde veut mourir. C'est vraiment... Tu sais, c'est comme ça. Tout est sombre, tout est glauque. Puis il y a un magasin qui naît, qui propose puis qui vend des façons de se suicider. Puis là, moi, dans mon court-métrage, c'est comme tout cet univers-là. Puis notre personnage principal, il livre à domicile les choses que les clients ont commandées. Puis à un moment donné, il tombe sur une fille, puis il tombe en amour avec. Fait que là, il veut pas qu'elle meure parce qu'il est in love. Puis là, c'est comme tu vois lui qui essaie de saboter un peu les façons de lui donner la mort. Puis là, un moment donné, son patron qui est comme « Hey, nous, faut quand même qu'on fasse des ventes. » Puis là, t'as une cliente insatisfaite. Fait que le titre, c'était « Un client satisfait ne revient jamais. » Fait que c'est une petite blague avec ça. Sinon, j'ai tourné à ma 2e année à l'université un autre court-métrage qui était moins dans la fantaisie, parce que le premier, là, encore une fois, mon prof au cégep, il était tellement inspirant, il était tellement comme « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez! » Oups, excusez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez! Puis là... Puis c'est ça, puis là, nous, on s'était tellement lancé des défis, là. Mon premier court-métrage, c'était genre une comédie musicale. Il y avait des maquettes dans le film, ça avait aucun sens, là. C'était fou dans la tête. Puis on voulait faire des trucs techniques tellement compliqués comme... Je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, ce truc-là, mais c'est... Tu sais, quand, mettons, quelqu'un échappe un verre d'eau, puis là, ça freeze, mais t'as quand même un mouvement de caméra, mais t'as genre l'eau qui reste en suspens, là. Ouais. C'est tellement compliqué à faire, puis nous, on a passé, genre, legit 2 semaines juste à faire cette shot-là. Mais c'était vraiment hilarant, là, comme première expérience. Puis le deuxième que j'ai fait, c'était plus posé, c'était plus terre à terre. C'était encore une comédie, mais cette fois-là, c'était une histoire de colocation entre une femme qui vient de tomber à la retraite puis une fille de 20 ans qui s'était un peu associée dans un programme de jumelage intergénérationnel. Puis c'était de prouver un peu que ces deux-là, ils voulaient démontrer leur indépendance. Tu sais, la fille qui déménage en appart puis qui veut prouver à ses parents qu'elle est capable de s'organiser toute seule. Puis la femme plus âgée qui veut prouver à ses enfants qu'elle est encore capable de rester chez elle puis de s'occuper d'elle-même. Fait qu'ils se rejoignaient un peu là-dessus. Puis là, ça, faut vraiment que je finisse la post-prod de ce film-là. C'est ça, je l'ai pas encore vu, ça. Le montage est fait, le son il est bien avancé, il reste juste la colo. Mais c'est ça qui est tellement fou quand tu commences au cinéma, là, c'est que... Ben, en humour aussi, là, je dis ça comme si c'était le monopole du cinéma, mais tu sais, il y a tellement de choses qu'il faut que tu fasses par toi-même avant, tu sais, d'avoir une autre opportunité, d'avoir une tribune un peu, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tellement long, la post-prod d'un film, mais c'est tous des trucs qu'il faut que tu fasses sur ton temps perso. Fait que là, j'essaie de finir ça. Puis là, cet été, j'en ai tourné un autre avec mes amis que... Là, c'est 2 amis qui partent en road trip à l'île aux Coudes, puis qui se marient pour les prêts et bourses sur un coup de tête, mais qui vivent les vacances un peu là, comme des parents à Old Orchard, là. Fait qu'ils sont comme... Ils se lâchent lousse parce qu'ils ont du cash, mais... C'est un peu bittersweet parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'auront jamais le même niveau de vie que leurs parents, tu sais. Fait que c'est comme ils se permettent cette folie-là avant la fin. Ça avait été vraiment le fun comme tournage parce que c'était en même temps que les feux de forêt. Fait que ça, c'était triste, mais en même temps, on était à l'île aux Coudes puis ça fitait tellement avec le thème du film de comme une espèce de monde en dégringolade. Puis ces 2 personnages-là qui essaient juste comme de trouver un peu de plaisir là-dedans. Fait que c'est ça. Ça aussi, c'est en post-prod. Mais est-ce que la post-prod, c'est quelque chose que... Parce que là, tu dis que tu dois faire ça sur ton temps perso, en plus, justement, d'être sur les tournages. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes quand même faire, ou est-ce qu'il y a quand même, justement, des gens que tu pourrais engager pour faire ça à ta place? Ben oui, c'est sûr. Là, à date, il y a pas moi qui en a fait beaucoup, mais c'est toujours des amis que eux aussi, ils le font sur leur temps personnel à eux. Tu sais, moi, j'ai été super chanceuse pour le court-métrage des 2 filles qui habitent ensemble, que j'ai un... Ça, c'est devenu un super bon ami par la suite, mais j'avais juste écrit sur Facebook comme moi, j'ai besoin d'un monteur parce que moi, je suis vraiment pas une pro du montage. Tu sais, je comprends les rouages, la base et tout, mais tu sais, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui
qui comprend les principes de montage, qui comprend un rythme, qui comprend comment mettre quelle image après quelle image pour que ça ait un autre impact. Puis là, il y a un gars qui m'a répondu, Alex, je te salue, puis il me dit « Ah, je suis down de le faire. » Finalement, il m'invite chez eux, il est comme « Ah, tu peux venir, j'ai une salle de montage chez nous. » Là, je suis en « OK. » Finalement, on a monté ça pendant 1 an, on se voyait comme une fois semaine, c'est vraiment devenu un super bon ami. Mais c'est que quand tu commences aussi, en tout cas pour moi, je savais tellement pas ce que je voulais au montage, fait que on a fait tellement d'essais-erreurs, de retravail. Puis c'était la première fois aussi que je réalisais comme avec une plus petite équipe. Fait que même là, je savais pas autant ce que je faisais en réalisation, fait que là, j'apprenais de mes erreurs en même temps que faire le montage. Fait que c'est un moment qui est très in your face, tes erreurs, là. C'est là que tu vois tout, t'es comme « Ah, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. » Mais c'est vraiment le fun. Mais tu sais, c'est ça, post-prod, même montage son, je connais pas full ça. Fait que faut que tu trouves quelqu'un pour t'aider à le faire. Fait que... Mais il y a ça qui est beau aussi du cinéma, c'est que tout le monde est... En tout cas, quand tu commences, tout le monde est un peu dans la merde. Tout le monde cherche des occasions de créer. Fait que ça fait que tu te fais un réseau quand même assez vite parce que... Mettons, j'ai un ami qui veut être directeur photo puis qui aime ça faire de la colorisation, exerce-toi sur mon projet, tu sais, fais des tests, amuse-toi, tu sais, Fait qu'il y a ça qui est beau aussi, là. Tu peux pas tout faire tout seul, mais ça fait que tu te fais... Ouais, ça crée une sorte d'esprit de communauté. Ouais, exact. On s'aide les uns les autres. Ouais, exact. C'est vraiment nice. Ouais. Moi, c'est la partie que j'aime le plus d'un tournage. Tu sais, comme moi, j'aime ça écrire des histoires, puis quand je fais des petites web-séries, sketchs, j'aime ça l'écrire, mais moi, j'ai un respect immense pour toute la post-prod, tout ce travail-là que j'ai aucun envie de faire. J'ai pas envie de le faire, puis j'ai pas envie de décider non plus. Comme, j'ai pas envie d'être le gars qui est derrière la caméra qui dit « Ah, non, là, le verre d'eau, là, c'est des détails qui m'intéressent pas, au final, que je trouve très exigeant. C'est beaucoup de décisions, je trouve. Fait que quand je fais un projet, ben c'est ça, moi c'est tout le temps comme Rose, je dépends de tous ces amis-là qui travaillent, qui me donnent de leur temps, qui travaillent gratuitement en échange que de mon amitié, puis que je leur ramène un peu de poulet frit, tu sais, pendant qu'on monte. Fait que moi, je trouve que c'est vrai que le cinéma n'a pas le monopole sur le concept du fait qu'une œuvre, avant d'être achevée, ça prend du temps, mais c'est beaucoup d'étapes, puis moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Moi, j'aime beaucoup le côté raconter une histoire, mais une fois que j'ai écrit mon texte puis que je sais c'est quoi mon personnage, je veux quelqu'un qui me donne des ordres puis qui m'explique, puis je veux pas être en contrôle du reste, je relate là-dessus, vraiment. C'est fou. Ouais. En tout cas. Mais je pense que c'est encore quelque chose que j'apprends à apprivoiser, là, c'est toutes ces étapes-là, puis l'énergie aussi là, que ça prend, parce que, tu sais, quand tu fais un projet, ben, t'es pas mal tout seul à le porter, tu sais, fait que c'est toi qu'il faut qu'il trouve le temps pour l'écrire, pour trouver les personnes pour faire ça, qui mettent tout en branle, fait que c'est de quoi aussi, je pense que je suis encore en train d'apprivoiser, puis de donner une chance, là. Tu disais, Gab, tu as fait des web-séries, c'était quoi exactement? Je me suis pas trop alimentée. Ouais, j'en ai fait quelques-unes. J'en sors à peu près comme une par année. C'est à peu près le beat que j'ai là, depuis que j'ai commencé à en faire après la pandémie. La première, je le fais tout le temps avec la même gang, avec mon ami Jordan Chouanière, on écrit ça ensemble, puis lui après ça, il réalise, il monte. Jordan, il travaille en cinéma, il a étudié en cinéma à l'UQAM. Puis Jordan, c'est un gars qui aime faire la fête, puis on a été coloc longtemps, fait qu'il... Quand il étudiait à l'UQAM, tous ses amis de cinéma venaient tout le temps chez nous parce qu'ils aiment ça recevoir. Fait qu'avec le temps, je suis devenu un peu ami par extension avec tous ses amis. Donc moi, je suis chanceux d'être entouré d'une belle gang de cinéma qui est down d'embarquer dans mes projets, de faire ça pro bono. On les amène des fois 3 jours à Grimby. Ils sont logés, nourris, mais en dehors de ça, c'est du bénévolat. Oui, c'est du bénévolat. Ils suent comme des malades à nous filmer, faire des conneries que j'ai écrites, que souvent je regrette, là. Souvent, j'écris des scènes que je trouve très drôles, puis je réalise pas que c'est moi qui va devoir les jouer. Du genre, la dernière qu'on a faite, on a fait une web-série de karaté où j'essaie de donner des cours d'autodéfense, mais c'est de l'auto-attaque là, dans la web-série. Puis là, il y a une des scènes où c'était littéralement écrit « J'essaie de frapper des voitures dans la rue pour défendre le territoire de mon dojo. » Puis là, c'est littéralement 1 heure de moi qui est dans une rue à Grimby, qui essaie de frapper des voitures passantes jusqu'à temps que la police arrive, puis que là, il a fallu qu'on les calme un peu, puis là, finalement, ça s'est bien réglé, là.
Mais oui, j'aime ça tourner des petites web-séries un peu en mode plus faite pour TikTok ou plus faite pour quelque chose qui est très snackable. Fait que c'est des petits épisodes de 1-2 minutes qui se consomment vraiment rapidement. On a fait un truc de karaté. J'ai fait un show de voiture qui s'appelle le Rapid Show avec mon père. Ouais. Que j'ai convaincu d'animer avec moi, qui est vraiment cute. Ouais. Mais son père, il est enlevant, là. C'est la star du show, là. Oui, genre, Gab, pour vrai, c'est le sidekick, là. Son père, il est priceless, il est trop bon. Méchant beau souvenir. Ça a tout été inspiré de lui parce que mon père est mécanicien, puis il a grandi dans l'univers de la course. Fait que quand j'étais plus jeune, il travaillait pour des équipes de course. Genre dans les... tu sais, comme quand on voit une voiture arriver dans les puits, puis là, tout le monde change les pneus vraiment rapidement, tout ça. C'était de la Formule 1, du NASCAR? Il était dans la Formule 1600, qui est comme, si tu veux, la formule, j'ai l'impression, peut-être juste en dessous de la Formule 1, qui est comme l'équivalent de la Formule 1, mais un calibre juste en dessous. Fait qu'il a travaillé beaucoup là-dedans. Puis moi, il m'amenait voir les courses l'été. Il m'amenait au travail. Puis là, moi, je regardais toutes les courses. J'adore l'odeur du gaz, d'ailleurs, à cause de ça. Là, comme, je comprends pourquoi il y en a qui le sniffent. Mon Dieu. Puis, fait que c'est ça, il y a eu le truc de voiture. Puis la première web-série que j'ai sortie, ça s'appelait L'enfant prodige de l'Estrie. Tu parles de toi, évidemment. Eh ben oui, c'est très, très centré sur moi. Puis c'était comme un faux documentaire sur moi puis ma carrière. Mais c'est un peu comme on vous disait tout à l'heure. C'est ça, vu qu'on a fait beaucoup de spectacles étant très jeune, moi, mes parents ont une tonne de photos, vidéos de moi à 6 ans qui est comme bonjour. Mais c'est des vidéos qui sont excellentes. Oui. Fait que là, on s'est servi de tout ça. Puis on a essayé de faire comme si j'avais une carrière, mais depuis que j'avais comme 6 ans. Là, puis que j'étais genre la star de Grimby. Fait qu'on a fait un genre de faux documentaire comme ça. Puis là, on est déjà en train d'en travailler sur un autre, mais je peux pas révéler grand-chose parce qu'on est encore à l'étape de... Ça se pourrait qu'on mette tout ça à la poubelle puis qu'on reparte sur une autre idée. Et ce fameux documentaire sur toi, est-ce qu'on peut le trouver justement sur YouTube, truc comme ça? Oui, il est sur YouTube. 3 bons épisodes. Je pense que c'est le projet, même si c'est le premier qu'on a sorti, c'est pas le premier qu'on a fait. Étrangement, on a tourné l'émission avec mon père avant, mais on l'avait gardée en cachette, on la sortait pas parce qu'on essayait d'obtenir des subventions pour produire d'autres épisodes, puis on n'a pas réussi, fait qu'à un moment donné, on s'est tanné, on l'a juste sorti. Mais la première qu'on a sortie, celle du faux documentaire, je trouve que c'est le projet le plus abouti, peut-être le plus complet, que la boucle se boucle très bien à la fin. Fait que je pense que c'est celui dont je suis le plus fier. C'est souvent celui dont j'entends le plus parler, de comme « Hey, le prodige! » Ou genre le gars de l'Estrie, là. Quand on me présente dans les soirées, c'est encore beaucoup ça, là. Il vient de l'Estrie, c'est un prodige! Gab Archambault! Puis je suis comme « Alright. » ça va vraiment devenir mon identité à force de parler de l'Estrie puis de mettre des cotons à thé drôles en Estrie constamment. Fait que... bien fier de celui-là. Vous irez voir ça. C'est trippant. À un moment donné, j'étais en chess. Ouais. En chess dans un fossé. Oui. Puis c'est dans le faux documentaire que Rose joue dans celui-là aussi. Ouais, moi, je joue sa technicienne de scène. C'est terrible. Elle fait ma technicienne Rose, qui est aussi une humoriste de la relève qui essaye de percer. Puis moi, je suis comme un genre de gatekeeper qui est comme non. Reste à la technique. Ouais, je suis comme, prochain show, je pourrais avoir un 5 minutes, genre au début. Mais son personnage a un bel arc quand même. Là, elle finit par m'étrangler avec... un cord. Ouais, avec une XLR. En tout cas, ça vaut... spoiler! Ça a l'air génial. J'ai trop envie de regarder ça en rentrant. Puis Gab, il m'a vomi dessus pendant ce tournage-là. Puis il est pas... C'est un exclusivité là, que vous avez. 100% parce qu'il est pas au montage final. Wow. Je sais pas si c'était trop deg, mais Gab, il vomit super facilement. Ça, c'est de quoi que j'ai appris pendant ce tournage-là aussi. Oui. Puis à un moment donné, il fait juste chugger un 2 litres de Pepsi, puis il arrête pas de vomir. Il fait juste pas arrêter de vomir. Puis là, Jordan, il est comme, il va, il crier dessus à ce moment-là, ça va être drôle. Puis là, je suis genre, yeah, sure. Puis tu sais, moi, j'y connaissais pas full, là, Jordan, puis Gab à ce moment-là. Fait que moi, je suis très trooper. Puis j'étais comme, parfait, c'est ça mon rôle, je vais les aider à 100%. Puis
Puis là, je vais voir Gab, il faisait des sit-ups, puis il pukait à chaque fois, puis il m'a juste puké dessus. Oui. Mais je pense que t'es même pas rendu compte, c'est ça Non, le pire. dans le moment, je m'en étais pas rendu compte. Il était en que transe. T'avais un petit peu de morceaux de vomi sur toi. Ouais. Ça a été coupé au montage. Ouais, c'est ça, ils l'ont même pas on regardé. va vomir, mais on va pas vomir sur toi. Ouais, moi j'étais déçue, Je suis j'étais genre content. tout ça pour rien. Ouais. Ouais. Mais c'est tout vrai. Aucun mensonge. J'ai vraiment beaucoup de facilité à vomir. D'ailleurs, en fait, je le cache vraiment bien. Je le fais plus maintenant, mais quand j'ai commencé avant chaque show, je vomissais. Là. Ah oui, hein? J'étais très Normand Brathwaite dans ma démarche. C'est parce que tu étais nerveux. Oui, de nervosité. Puis même si je me gère bien sur scène, j'ai l'air d'un gars quand même à l'aise là, sur scène, je pense. J'ai la nervosité comme tout le monde. Puis moi, ça passe beaucoup par le vomi, étrangement. Je sais pas où ça a commencé, ce processus-là. Parce que quand j'étais jeune, j'aimais pas ça vomir comme tout le monde. Mais je pense que c'est à force de brosser. Tu sais, moi, dès que tu sais, quand tu prends un shot, puis il y a comme 2 minutes où il faut que tu retiennes, pas vomir, puis après, t'es correct. Ouais. Moi, je suis le genre de gars qui abandonne pendant ces 2 minutes-là, puis qui finit par aller vomir juste pour me débarrasser de l'espèce de moment de... Ah, voyons pourquoi je me sens si mal. Pas assez de force mentale, mon Non, gars. c'est ça, man. non, elle est zéro force mentale ici. Puis, je pense que mon corps est habitué que maintenant, dès que j'ai un léger envie de vomir, mon corps est genre, bon, on va s'en débarrasser, on va aller vomir. Ouais, ça va t'as être comme correct. le système qui se rappelle de ça. Ouais. En mode, c'est plus facile de juste Ouais. y aller, puis comme... Ouais. Fait que maintenant, retenir un Détox. vomi, c'est un exploit là, pour moi. Là. C'est vraiment grandiose. Donc, même le matin, des fois, je me brosse les dents. Puis là, genre, tu te brosses le palais, puis tu te pognes un peu. Puis là, c'est comme, faut que je vomisse. Faut que j'aille prendre mon autobus, le Chris. Puis là, tu sais, C'est on parti. le laisse sortir. Puis là, ça a donné qu'on essayait d'écrire une scène d'entraînement qui tournait mal pour le fameux projet de l'enfant prodige. Puis là, Jordan était comme, tu penses-tu que tu pourrais vomir sur commande? J'étais comme, je sais pas sur commande, mais mettons que je cale un gros 2 litres de Pepsi, d'après moi, on devrait y arriver. C'est ça qu'on a fait, puis c'était l'enfer. magique. Je faisais des sit-ups, vraiment juste comme couché dans une Ah ouais. forêt à faire des redressements assis. Puis à chaque fois que je me relevais, c'était comme... Puis là, je me vomissais un peu sur mes cuisses, là, sur moi. En tout cas, un beau tournage. Ouais, beau Ça avait l'air tournage. vraiment le fun. Ouais, for real, c'était malade. Puis moi, c'était un des premiers tournages, genre, entre guillemets, organisés que je faisais, là. Parce qu'au début, Gab m'a demandé, tu veux-tu jouer dedans? Ouais. Puis là, moi, en me disant ça, j'ai dit, rendu là, tu sais, je commence à étudier en cinéma, je peux-tu être là tout le tournage? Genre, je vais vous aider comme je peux et tout. Puis là, tout le monde est comme, ben oui, viens-t'en. Puis là, je me rappelle ce matin-là où je suis comme, bon, qu'est-ce qu'on tourne aujourd'hui? Puis il y a juste Gab qui se choque des 2 litres. Puis ils sont comme, ah ouais, dans la forêt, là, vite, faut se dépêcher. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était le best. Ouais. Vous, est-ce que vous avez le vomi facile avant le show? Quand je buvais, ouais. Ouais. Quand je buvais, Avec l'alcool. avec l'alcool. Je supportais pas le fait d'avoir mon lit qui tournait. Ah ouais, non, ça, c'est vrai, c'est Ça, l'enfer. je ne supportais pas. Mhm. Puis quand tu vomissais, ça te l'enlevait? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ça vient avec un soulagement énorme. Ouais. Les 30 secondes d'après vomi, c'est les meilleures 30 secondes de ta vie, every time. Comme après un orgasme. C'est comme tellement quand, ça. quand t'enlèves des talons. Oh ouais. T'as comme non. ce... Ah ouais, non, je comprends. Chris, je vais Ça- me mettre à porter des talons. Juste pour Juste pour les enlever. Ah non, c'est vrai. C'est cette espèce de moment où tu sens toute la légèreté habiter ton corps, t'es comme... Puis là, finalement, tu sens un peu la fraîcheur, t'arrêtes d'avoir les sueurs froides. Puis au bout de 30 secondes, c'est fini, là, tu reviens à la Mais normale, moi, t'es je juste suis comme... pas de l'école vomir, c'est repartir, vraiment pas. Là. Je sais que c'était une quote là, avant, ben je pense que c'est là Ouais. encore, mais moi, c'est vomi, c'est- c'est fini. Là. Genre, quand j'ai vomi, je suis en train de dormir dans le bol. Là. Ou genre, c'est triché, tu sais. Ouais. Justement, le côté, tu te purges Ouais, avant de ouais. repartir brosser, tu sais. Mais ouais, non, c'est... C'est un passé Ouais. obscur. Passé obscur, ouais, non. Non, depuis que je suis sobre, ça fait quasi 3 ans que j'ai pas vomi. Nice, De manière... félicitations. merci. Ouais. Ouais, c'est quand même... c'est quand Belle même streak. fou. Ouais. Puis tu sais, l'air de rien, tu sais, c'est quand même très nocif. Ben oui, clairement. De manière générale. C'est pas à faire à la maison, hein. Ne faites pas comme Gab. Ouais. Ne faites pas Non, comme Gab, non, ne choquez non, pas non. de Pepsi, là. Non, c'est pas une bonne idée. Mais tu vois, je vois justement que t'as justement cette passion finalement pour les tournages, d'apparaître en tant qu'acting, etc., qui est clairement là. Et t'as l'humour aussi. Est-ce que si un jour on te demande de choisir entre les deux, est-ce que tu sais lequel t'aimerais choisir? Ouh, vraiment intéressant. C'est drôle parce que
Je vais finir par y répondre en prenant un drôle de chemin, là. Vas-y. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, en faisant l'humour, j'ai l'impression que je plante des graines un peu. Genre, je plante une graine dans le monde un peu du cinéma, je plante une graine dans le monde de la scène, je plante une graine dans le monde du podcast ou whatever. Puis j'attends de voir une fleur qui pousse, puis quand je vais en voir une, je vais l'accueillir. Mais, tu sais, j'aurais de la misère à choisir, mais si au final tout ce parcours-là me mène à des meilleures opportunités, à aller peut-être écrire en télé ou de quoi, ben je vais la prendre l'opportunité, puis je vais run with it. Je suis capable d'avoir mon fun là-dedans sans faire de scène, puis vice-versa. Fait que je suis plus un peu en mode expérimentation. On touche à plein de choses, on plante des petites graines, puis quand les belles opportunités vont se présenter, je vais essayer de les cueillir gentiment. Fait que c'est ça, mais c'est une question super pertinente parce que je me la pose beaucoup de in the end, tu sais, qu'est-ce que je voudrais avoir qu'est-ce qui me rendrait le plus fier, puis qu'est-ce qui me donnerait le feeling d'un devoir accompli le plus, puis je sais toujours pas. Mais plus ça avance, plus je réalise que pour moi, le plus beau dans tout ça, c'est raconter des histoires. Genre, sur scène, j'aime ça raconter des histoires. Dans les vidéos, j'aime ça raconter des histoires. J'ai même commencé c'est ultra embryonnaire, là, mais j'ai commencé à essayer de travailler sur un projet peut-être de bande dessinée. Cool. Que moi, je dessine zéro dessin, mais plus en mode écriture, puis... il faut que je me trouve quelqu'un qui m'aiderait côté dessin, là, évidemment. Fait que y a tout ça, ça me fascine beaucoup, beaucoup. Mais au final, moi, ça serait d'aller toucher des gens, raconter des histoires. Puis le moyen par lequel je le prends m'importe pas tant que ça au final, plus que de les raconter. Ouais. Voilà. Vous, est-ce que vous avez un peu cet aspect-là de... comment je pourrais dire, est-ce que vous pourriez vous satisfaire de juste faire le podcast éventuellement, ou ça serait que la scène, le but final? Est-ce qu'il y a comme un... Bonne question. Ouais. Bonne question, parce que c'est vrai que le podcast, c'est là pour l'instant, c'est juste du bonus, puis c'est juste un hobby là, à cette période-là, mais c'est quand même, c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir d'enregistrer les épisodes, un vrai plaisir de rencontrer des personnes qu'on rencontrerait jamais dans la vie réelle, tu sais. Et c'est vraiment comme... C'est le moment où on apprend tellement à chaque duo qu'on rencontre. On apprend tellement sur les autres et sur nous-mêmes, finalement. Ouais. Et c'est ça que j'adore pour le podcast. Donc, moi, c'est clairement un projet que je vois perdurer avec les années. Ouais. La scène... J'irais dans un contexte d'ego surdimensionné. Oui, j'aimerais être la prochaine Taylor Tomlinson. Tu vois ce que je veux dire, tu sais, de vivre de ça, de voyager à travers le monde pour ça, tout ça. Mais je sais que de 1, c'est faut s'accrocher. Ouais. Et de 2, je sais que c'est pas parce que t'es à ce stade-là que t'es bien. Ouais. C'est ça, en fait, qui est vraiment compliqué à gérer. C'est... justement, j'en parlais tout à l'heure avec MP, j'avais une conversation hier avec une copine. Tu sais, le stand-up, est-ce que je le fais parce que justement le côté j'aime ça raconter des histoires, ou est-ce que je le fais pour booster mon ego et parce que c'est cool de faire de l'humour? J'en suis, là maintenant tout de suite, j'en suis à ce stade-là. Okay. Donc là, j'ai besoin de creuser dans mon âme, dans les abysses de mon âme, pour savoir ce que je veux. Ouais. C'est clairement ça. On a des projets, on a l'open mic, on est très contente d'avoir cet open mic, et dans tous les cas, je vais honorer ces contrats. Y a aucun problème là-dessus. Mais de là à donner le go, à embrayer la seconde pour comme, vas-y, on va en faire une carrière. Mais c'est parce que ça vient tellement avec beaucoup de sacrifices, moi, je trouve, là, de ça. Puis tu te dis, justement, au final, est-ce que je vais être plus heureuse? Est-ce que je vais être bien? Est-ce que tous ces sacrifices-là que je vais avoir fait, ça va valoir le succès? Qui est même pas une garantie, au final, c'est ça aussi. C'est même pas une garantie. Puis tu sais, ça peut être un succès de, une vidéo sur TikTok devient virale. Je sais pas, on book une tournée dans tout le Québec. Waouh, déjà, ça, c'est un rêve en soi. Après tes 10 dates en région, il se passe quoi? Et là, c'est là que ça peut vraiment fesser. Ouais. C'est un marathon. C'est un marathon. C'est plus qu'un marathon, c'est parce que c'est toujours à recommencer. Ouais. Tu peux jamais t'asseoir comme là, c'est fait. Tu fais un show, tu fais une tournée, tu fais des premières parties. Après, il faut que tu écrives d'autres matériels pour l'année d'après, puis l'année d'après. Je veux dire, t'es jamais arrivé quelque part.
Fait que c'est même pas dire un marathon, je pars du point A au point B. Non, c'est forever, la grande ligne. Puis moi, je me vois sur scène, mais encore à 80... Tu sais, j'en ai vu là, un monsieur de 86 ans l'autre fois. Il arrive sur scène, un anglophone, il dit « Ouais, je viens de finir de payer mes prêts bourses. » Tout, tu sais, c'est comme... le monde était hystérique. Il avait 86 ans, puis, tu sais, il était encore sur scène en train de faire des jokes. Puis j'ai fait comme « Yes! » C'est pour la vie, tu sais. Ouais. Donc, c'est pas un objectif de carrière, c'est plus pour moi mon side, j'appelle ça en anglais side gig. Side gig, side hustle. C'est comme plus qu'un hobby parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore, mais c'est quelque chose que je me vois faire jusqu'à ma mort. Peu importe si je joue devant 30 personnes ou 500 personnes, c'est pas ça qui est important pour moi. C'est vraiment... la communication, cette conversation-là avec le public, la connexion, rencontrer les autres humoristes dans les soirées. Il y a toute une vibe, là, tu sais, depuis que je fais du stand-up, que je trouve que ça me nourrit. Puis j'ai ma job alimentaire. Donc, j'ai pas la pression de gagner ma vie, là, comme humoriste, de dire, il faut que je travaille parce qu'il faut que je paye mon loyer. J'ai ma job paye mon loyer, puis le soir, après la job, je prends mon petit sac à dos, je m'en vais faire un open mic avec mes amis, puis je suis comme, hey, c'était cool, mais des jours qui n'ont pas tous marché, il y en a qui ont marché mieux que d'autres, mais on continue, on les retravaille, puis c'est ça le fun. Je t'ai vu jouer une ou deux fois. On s'est croisés à la soirée de Oussama qui avait fait au Quai des Brumes. Mon Dieu, c'était mes premiers... Oui, c'est ça, je me rappelle que c'était dans les premiers, mais ça paraissait déjà à l'époque l'immense plaisir qui te faisait du bien là, d'être sur scène puis de partager. Même chose pour Clémence, on s'est vu quelques fois. Fait que j'étais vraiment content de venir à votre podcast parce que j'étais comme j'aime leur vibe, j'aime leurs énergies. C'est sûr que vous parlez de ça parce que vous me faites... moi, il y a une question que j'ai un peu envie de vous poser par rapport à tout ça. Rose, ou tu peux répondre aussi. Même si c'est pas humoriste, c'est super simple. On va nommer le podcast Deux femmes et Gab. Deux femmes et Gab et un rêve. Mais je me demandais, moi, comment je pourrais dire, j'essaie de trouver une constance mentale à travers les peaks and valleys de tout ce beau processus. Puis c'est ça, c'est des peaks and valleys, évidemment, c'est des bons moments, des moins bons. Mais moi, j'ai comme réalisé à un certain point, puis je me demandais si vous aussi c'était ça. Tu sais, moi, c'était un rêve, là, l'humour. Puis il y a un moment donné où, là, ça fait à peu près 2 ans là, que j'en fais, si on veut, plus sérieusement, puis à chaque semaine. Puis il y a un moment donné où il a fallu que je regarde derrière, puis je fasse comme « Ah, OK, je pense que le rêve est déjà réalisé. C'est ça, le rêve, là. » Que, comme tu dis, que ce soit devant 15 personnes ou devant le Théâtre Saint-Denis plein, si tu te dis « Ah, mais je vais être heureux là. Quand la tournée là, à travers tout le Québec va, tu sais, là, je vais pouvoir dire le rêve est réalisé. » Tu réalises vite que tu vis le rêve, puis là, c'est là que moi, ça m'a fessé de comme « Ah, fait que finalement, mon rêve, il m'excitait beaucoup là, dans les premiers spectacles, mais là, mon rêve est devenu un peu mon quotidien m'excite peut-être un peu moins. Puis là, fait que c'est pas une question, là, finalement, c'est une longue déclaration. Mais je me demandais, vous, si vous étiez un peu dans cette espèce de zone-là de « Aïe, le rêve est réalisé, je suis fier de moi. » Puis en même temps, c'est peut-être pas le feeling que je pensais de satisfaction de « Wow, ça a comme tout réglé les problèmes de ma vie, que je fasse finalement le move, là, si on veut. » Fait que, grosse question, comment vous délirez avec ça? Les filles, let's go! Alors, session de thérapie commence maintenant. Moi, je me suis fait chier à bâtir une vie dont je suis fière. Fait chier à faire ça. Et ça a commencé quand j'ai arrêté l'alcool. Okay. J'avais fait du stand-up quand j'étais en Allemagne. J'en avais fait en allemand et en anglais. Puis après, je suis arrivée à Montréal, tout ça. Ouais, c'était malade. Tu parles allemand. Il y a vol, il y a vol. Il y a un chambo. Et je me tâte d'ailleurs à faire un number exclusivement en allemand. Juste pour prendre tout le monde pour des cons. On verra. Et en fait, je me suis fait chier à me bâtir donc une quand même belle carrière dans ma job de jour. Je suis arrivée vraiment à un emploi. Je suis ingénieure dans le médical, dans les robots chirurgicaux. Je suis arrivée dans une équipe
que j'adore, avec des gens avec qui j'aime bien travailler, où le niveau de stress versus, je dirais, le salaire, les avantages sociaux, tout ça, là, c'est un win-win, les gars, là. Oui. Donc, tu sais, ça, là, j'ai pas envie d'abandonner ça. Parce que ça me satisfait cérébralement, socialement et aussi financièrement. Donc là, ça, là, c'est locked. C'est correct. Puis après, en fait, pour combler le vide que j'ai créé quand j'ai arrêté l'alcool, parce qu'en fait, c'est un écran de fumée qui s'est dissipé. Ouais. Parce que c'est con, mais tu sais, quand tu bois beaucoup d'alcool, le lendemain, t'es scrap, t'es hangover. Fait que ton premier problème, c'est de gérer le hangover. Mais quand t'as plus de hangover, t'as du temps, t'as du temps, t'as de l'énergie, tout ça. Et en fait, c'est là que je me suis remise, on va dire, sérieusement au stand-up, en side. Les open mic après la job, tout ça. On a monté notre 30-30. À date, je crois qu'à date, c'est le meilleur spectacle de ma vie. Là j'ai eu le goût du j'ai eu le goût du rêve là j'ai eu le goût du rêve, parce qu'avant c'était vraiment plus un hobby, comme je fais ça pour oui et puis tu vois, c'est con, mais c'était la première fois aussi que qu'on a gagné de l'argent avec ça. Tu vois, le fait de faire de l'argent parce que tu sais, c'est peut-être limite une petite mention qu'on va mettre sur nos impôts. Enfin, c'est con, hein. Mais il y a ce côté damn, it's getting official. Et voilà. Et le truc, c'est que non seulement il y a l'humour, mais il y a aussi cette job. Je me suis aussi fait un cercle social dont je suis très fière aussi. Des bonnes copines, c'est pas toujours évident quand t'es expat, quand t'es immigré, de te faire des bonnes copines. J'ai une relation avec qui ça se passe super. J'attends la bague. Peut-être d'ici le moment où l'épisode sera diffusé, on sait pas. Ouais. Et en fait, en gros, tu sais, j'ai comme ma vie, c'est comme plein de rouages. Plein de rouages. L'humour fait partie de ces rouages, mais j'ai pas envie. On parlait de notion de sacrifice tout à l'heure. J'ai pas envie de défaire mes autres rouages pour mettre celui-là en avant. Même si en soi, c'est un fantasme, c'est un rêve d'être la prochaine, justement, Florence Foresti, de voyager grâce à mon humour, que les gens me reconnaissent dans la rue, qui me disent « T'es c'est pas drôle !» Là, ça c'est le rêve, ça c'est ça. Et c'est ça le truc du « Est-ce que je veux faire de l'humour pour que tout le monde me dise que je sois drôle pour... » C'est là la question de revenir... De l'ego. Et donc là, je suis en train de me dire que j'accepte que ça va rester un hobby. J'accepte ça parce qu'en fait, j'ai déjà tellement de chance d'avoir la vie que je mène que qu'est-ce que je veux de plus ? Qu'est-ce que je veux de plus pour vrai ? Qu'est-ce de plus pour un jet privé ? Mais qu'est-ce qui de plus pourrait m'apporter encore plus que ce que j'ai maintenant ? Je fais partie on fait partie de ce petit 5% du monde entier à avoir un toit, à pouvoir manger correctement, à pouvoir aussi être heureux tous les jours parce qu'on a le choix de faire ce qu'on a envie de faire et on a la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Fait que rien que quand tu remets ça en perspective, tu dis le rêve il est déjà là. Il est déjà là le rêve. Nice. Fait que c'est ça. Ça c'est après pas mal de thérapie, mais c'est ça. Moi, j'abonde dans le même sens que toi. En fait, j'ai tellement lu d'articles ou vu d'entrevues de stars qui disaient « Oui, j'ai gagné mon Oscar, mais j'ai envie de me suicider. » Ou tu sais, c'est comme qui sont en dépression ou t'en vois des gens là, riches et célèbres là, qui vont pas bien du tout. Là. Fait que tu dis « OK, c'est pas ça qui va t'apporter le bonheur, là, la célébrité, la richesse. C'est quoi? » Donc, c'est de pouvoir exprimer ma créativité, de pouvoir faire quelque chose qui me fait triper. Puis c'est Jérémy Larouche, au cours du soir là, à l'École nationale, qui donne toujours l'exemple du iceberg. Il dit, quand tu es sur scène, là, il dit, c'est le top de l'iceberg, mais en dessous, dans l'eau, tout ce que tu vois pas, c'est les heures que tu as mis à retravailler ton texte, à te réécouter, à changer tes jokes, à en jeter, à en faire des nouvelles. Puis là, OK... je refais mon numéro, tu sais, de faire plusieurs versions. Puis il dit ça, c'est tout le travail que tu fais qu'on personne voit, qu'il faut que tu tripes autant à faire ça que quand tu es sur scène. Puis j'ai fait comme, je tripe. Je tripe quand je suis sur scène, mais tout le travail d'écrire, de me donner la discipline d'écrire à tous les jours, même si c'est juste 20 minutes, c'est tough, puis ça me tente pas toujours. Puis là, je suis comme, je me semble que j'irais sur Instagram à la place. Tu sais, je veux dire, c'est tellement la procrastination, puis
Non, il faut que je sois quasiment comme un athlète olympique, dire non, je fais mon 20 minutes, même si ça me tente pas, je le fais. Parce que le fait de retravailler mon texte, puis après ça, quand je vais faire l'open mic, ben c'est là que ça va être payant pour moi si je l'ai retravaillé, tu sais. Et la satisfaction pour moi est dans le processus maintenant. Et donc, pas dans l'objectif, parce que on en connaît du monde là, qui ont fait des scènes extérieures du festival Juste pour rire l'été passé. Là. Ben, ils sont dans le même open mic que moi la semaine d'après. Parce que t'es jamais arrivé nulle part. Ouais, c'est ça. Puis t'es jamais, même quand t'es arrivé quelque part, tu vas aller plus haut, tu vas aller plus haut, tu vas aller plus haut. Tu veux ton spécial Netflix, mais après, qu'est-ce que c'est? Que c'est quoi? What's next? Fait que, es-tu capable de triper pendant que tu le fais? En fait. C'est là que je suis, là. Ouais. Trouver le plaisir dans le processus. Oui, exactement. 100%. Tu l'as si bien résumé, Gab. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est dans une génération, dans un monde où on est habitué d'avoir tout de suite. Ouais. Il y a aussi une certaine impatience auquel on est habitué. Ben, j'ai une discussion un peu là-dessus avec mes amis la semaine passée parce que, tu sais, j'ai comme tout mon cercle d'amis qu'on vient de graduer de l'université, puis là, OK, on n'est plus encadré, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de cours qui nous forcent à créer, comment on le fait et tout. Puis moi, j'ai remarqué que j'avais plus aucun plaisir à créer quand je le faisais avec une pression, genre, puis un but, en me disant, là, en ce moment, j'écris ce court-métrage-là parce que je vais appliquer à telle bourse pour avoir tel court-métrage, et ce court-métrage-là va me faire aller dans tel festival, puis je vais gagner tel prix. On dirait que, des fois, quand ça vient d'une intention un peu plus comme de production, plus que d'un élan créatif, moi, en tout cas, je sais que ça m'enlève vraiment le plaisir. Mais tu sais, en même temps, d'un autre côté, après ça, tu te dis, mais faut que j'écrive tous les jours, faut que je travaille sur mon truc tous les jours si je veux qu'un moment donné, ça donne de quoi. Mais après ça met une pression, fait que j'ai plus de fun à le faire. Fait que moi, en tout cas, je suis dans cette balance-là d'essayer d'avoir entre les deux. Là. C'est le danger de faire de sa passion un métier. Ouais. C'est ça le plus gros danger. J'imagine que tu sais de quoi. Ouais, vraiment. Moi, je me fais peur des fois. Je me fais peur parce que je sens la fin grossir. Là, puis moi, c'est ça, grossir ou grand. Ça se dit-tu que la fin grossit? Ben oui, ça se dit. Je suis un poète. Ça, c'est toi. Tu sais, quand je parlais que j'étais très tête enflée quand j'étais plus jeune, très enfant unique, très « je suis spécial, écoutez-moi, humains normaux ». Je sens ce côté-là des fois un peu revenir, l'espèce de fin de genre il m'en faut plus. Puis là, j'essaie de pas trop l'écouter, de pas trop me... Des fois, ça t'aide à te donner un genre de carburant supplémentaire parce que c'est presque compétitif un peu, puis ça te force à faire la petite affaire de plus qui va peut-être t'amener à te dépasser. Mais j'essaie de le moins possible me nourrir de cette énergie-là qui, plus souvent qu'autrement, me consomme parce que je viens à un point où je me souviens quand j'ai commencé, n'importe quel spectacle, n'importe quel open mic, je sortais de là, c'était la première année là, d'humour, là, c'est tellement la plus belle, là, en tout cas à mes yeux, parce que chaque spectacle, je me sentais tellement hot. J'étais genre, holy fucking shit! Je pense que j'ai eu 3 rires, peut-être 4. Tout était vraiment beau. Maintenant, des fois, je sors d'un show, ça a super bien été. Puis je le dirai pas aux autres parce que j'aime pas ça sortir d'un show. Je suis pas con, je sais que ça a bien été. J'aime pas ça me plaindre quand je sais que ça a bien été. Mais à l'intérieur, il y a une partie de moi qui est comme... C'est pas assez, tu peux en faire beaucoup mieux. Il n'y a pas eu la standing ovation. Regarde lui. Puis là, fait que ça t'aide à en donner plus, mais tu te perds là-dedans, tu perds ton plaisir, t'as plus de satisfaction. Ouais. Moi, c'est ça que j'essaie de retrouver Je le retrouve parfois, mais je sais que ça sera jamais comme au début quand chaque spectacle est comme tellement uplifting et excitant, mais j'essaie de trouver des façons de recréer un peu cette satisfaction-là. Fait que là, mettons, ça a l'air vraiment quétaine, mais je me suis parti un journal. J'ai un journal intime. Qui a dit que c'était quétaine? J'avoue, hein? C'est journaling. Ouais, ça, c'est un préjugé. Ouais. C'est ça. Ben, c'est encore mon côté... Ça, c'est vraiment une mentalité de bad boy qui veut être cool et respecté, là. Ouais. Mais oui, je me suis mis à... On dirait que ça me donne l'impression que mes souvenirs ont plus de valeur maintenant que je les écris, puis que je peux... à chaque fin d'année, je les relis, là. C'est ça mon concept maintenant. L'année finie, je relis tout le cahier, puis là, je fais comme, OK,
tout ça m'est arrivé cette année. Je peux vraiment être grateful pour ça. Fait que là, j'essaie de trouver ces petites façons-là de te rappeler comment, c'est ça, les choses sont bien comme... J'ai des super bons amis, toutes ces choses-là. Tout là, autour, en fait. Et juste ça, c'est une raison suffisante pour vivre. Là. Des fois, j'ai l'impression que mon moral dépend un peu trop de mon succès en humour. Là. C'est comme, tout va bien dans ma vie. La seule chose des fois, qui va mal, c'est justement genre, j'aimerais ça que ça aille mieux, j'aimerais ça en faire plus, j'aimerais ça faire ci, ça. Mais si j'enlève cet aspect-là, j'en ai pas d'autres problèmes dans la vie. On se les crée un peu nous-mêmes là, dans nos têtes. Fait que gros travail mental. Je trouve que je m'améliore. Là, je sors d'une phase un petit peu plus où j'étais comme... Je me cherchais beaucoup. Ouais. Puis là, ça va mieux. Fait qu'il y a de l'espoir, tout le monde. Il y a de l'espoir! Yes, sir! T'es en train d'atteindre ton sweet spot, là, en fait. Ouais, je le cherche. Le petit point G. Puis... Il est proche, mais c'est ça, j'ai l'impression que, tu sais, des fois, tu le trouves, tu le perds. Ouais. C'est comme t'expliques, tu t'étais juste pour rire, puis 4 mois plus tard, tu te demandes où est-ce que je vais me faire booker, tu sais. Tout est toujours à recommencer. Ouais. Fait que de oublier cette pression-là, se concentrer sur ce que tu peux déjà être grateful. Puis, c'est ça. Et voilà. Ouais. Hey, là, ça fait du bien d'en parler. C'est cool. Je parle pas souvent de ça. Non, mais là, c'est prouvé que la gratitude, c'est un outil efficace là, pour justement être capable juste comme d'apprécier ce que tu as, d'être dans le moment présent, de dire « Hey, c'est cool, tu sais. » partir un collectif de club de lecture ou de club de journaling entre humoristes. Ah oui! Ça pourrait être vraiment nice. Mais vous lisez le journal des autres, genre? Oui. Je sais pas. Je vais passer votre journal à la personne de droite. Puis il faut que tu lises au jeu. Fait que je lis comme j'étais gars. C'est vraiment drôle. Puis là, j'essaie d'être cute, fait que des fois, je fais des mini-dessins, genre, mais c'est atroce, là. Je pensais que t'allais dire, j'essaie d'être cute, fait que je fais des cœurs sur les i. Honnêtement, des fois, je pense que je le fais... genre, mettons que je parle de mon amoureuse, là, je mets des petits cœurs ou des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment cute. Puis là, je le fais très en privé. Puis là, maintenant, je m'ouvre un peu plus de... Je le remplis un peu dans un café, mais dès que j'ai un ami qui est comme « C'est quoi ça? » Souvent, je choque honnêtement. Puis je suis comme « Ah, c'est mon carnet de blagues! » C'est l'excuse que je donne tout le temps. Puis c'est comme « Tes blagues sont bien écrites petits! » C'est comme c'est un petit carnet, fait que c'est comme... Les pages sont remplies, là, parce que j'essaie de faire 1 mois par page. Je veux pas trop m'étaler, je veux pas que le carnet, je veux pas que 1 mois, ça soit 10 pages de notes non plus, là. Fait que c'est ça. Mais je fais semblant que c'est mon carnet de notes, mais ça l'est pas, j'ai pas de cartes. Ils sont tous ici. Ouais. Moi, j'avais un gros pichet, puis à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de cool, j'écrivais sur un post-it que je pliais, je mettais ça dans le pichet, puis à la fin de l'année, j'ouvrais tous mes post-it. Nice. Là, je veux dire, ça, c'est toutes les affaires cool qui me sont arrivées dans l'année. C'est le fun de faire comme une espèce de petit recap, tu sais, à la fin de l'année, de faire un bilan, puis de dire, hey, finalement, il m'en est arrivé pas mal des affaires cool. Oui, vraiment. Vraiment. En tout cas, moi, ça va être full parce que il y a aussi une partie de moi, là, je suis vraiment moins pire là-dedans, mais j'ai eu une phase où j'étais quand même un bon fumeur de potes, là, quand même. Puis j'étais capable de rester créatif, d'avoir des idées, d'avoir du fun, mais c'est très blurry. T'as plus de misère à organiser tes idées, puis même à te rappeler des choses. Fait que moi, j'avais ce sentiment-là de comme, c'est quoi qui est arrivé la semaine passée? Il me semble que j'ai eu du fun, mais c'était dans quoi? Puis on dirait que j'ai eu ce vertige-là de perdre... Tu sais, ces petits moments-là tout simples de genre une anecdote ridicule qui s'est passée dans le stationnement d'une épicerie. Ben là, on dirait que là, je veux me rappeler de ces petites choses-là parce que j'aime bien mieux être grateful de tout ça que d'être grateful de genre, justement, avoir vendu sale comble pour ma nouvelle soirée d'humour. L'argent, le succès. Mais ça aussi, tu peux... tu peux célébrer être reconnaissant de ça. Tu peux être content de ça. Ouais. Mais c'est matériel. Ouais. C'est matériel et éphémère. Mais moi, depuis que je fais du stand-up, j'ai remarqué à quel point c'était des up and down. Ouais.
Et puis, je pense qu'au niveau de la santé mentale, là, C'est top. il faut que tu sois un peu solide en partant Yeah. parce que sinon, tu peux tomber, mais vraiment déprimé parce que... Ah ouais. Ben, c'est ça qu'on parle. En fait, Ouais. François Tousignan, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il faut pas prendre ça personnel Ouais, quand ça moi, va pas bien. C'est ça que j'allais dire, là, parce Ouais. que c'est tellement au centre de la scène, puis tu sais, souvent c'est vous que vous mettez en scène en plus dans votre Ouais. matériel et tout. Mhm. Fait que moi, je pense que je serais tout le temps en train de dire, genre, c'est moi le problème, c'est moi C'est le ça. problème, mais C'est ça. tellement de trucs vous contrôlez pas, là. C'est pas moi qui est pas drôle, c'est me joke. Mais va te dire ça quand tu Ouais. viens de bomber devant 50 personnes, c'est chaud. Ouais, non, c'est Ouais. clair. Mais c'est un travail. C'est un travail Ouais, à ouais. faire. C'est un travail qui est nécessaire parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont abandonné l'humour juste avant de décoller, Yeah. qui Ouais. ont abandonné l'humour trop tôt Ouais. parce que justement, ils n'ont pas réussi à faire cette différenciation-là entre leur texte, leur joke, puis leur propre personne. Ouais. Mhm. Très bien dit. Très bien dit, vraiment. Mhm. Est-ce que tu as ce feeling-là en cinéma aussi, de genre, si t'es pas satisfait de ton film, est-ce que pour toi, ça a un impact sur ton ego puis sur comment tu te trouves comme artiste de cinéma? Ben oui, c'est sûr, mais je pense que la différence en cinéma puis stand-up, c'est qu'en cinéma, il y a tellement d'acteurs, ben pas acteurs comédiens, mais de, tu sais, je vais avoir un directeur photo, je vais avoir un opérateur de cam, je vais avoir une direction artistique, je vais avoir une personne au costume, je vais avoir une personne au son, que oui, à la base, c'est ton projet, mais je pense que ça rend ça plus facile de se détacher. C'est un travail d'équipe. Ouais. C'est un travail d'être seul, Excusez. comme nous, on peut l'être. Oui, c'est ça. Vous, il y a Ouais, de quoi ouais. de super solitaire que il y a pas personne d'autre souvent à blâmer, tu sais, visuellement, mettons, là, que toi, tu sais. Tandis qu'en cinéma, on dirait que des fois, tu peux te dire, genre, ah, c'est pas ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Huh. C'est vrai. Wow. Puis aussi, faire un film, c'est tellement un long processus. Tu sais, ça prend Vraiment, ça tu prend sais. du temps, là. Moi, mon dernier film, là, que tu sais, je le regarde aujourd'hui, puis je suis comme, tabarnouche, je comprends tellement pas pourquoi j'ai fait ça. Puis là, sur le coup, on dirait, je me tapais un peu sur le clou en disant comme, hey, là, tu t'auras jamais de carrière, ça marchera jamais tes trucs, tu seras jamais financé, nanana. Puis après ça, on dirait que je me dis, ah ben, c'est cool justement, parce que ça, j'ai fait ça il y a 2 ans, puis ça veut dire que j'ai évolué, tu sais, dans mon style, dans ce que j'aime, dans mes intentions, dans la manière que je veux faire les choses. Fait qu'autant que c'est un apprentissage, que c'est sûr, j'aurais aimé ça, C'est encore ça. aimé ce film-là aujourd'hui, mais ça me montre que j'ai avancé puis que je veux faire autre chose. Mais on est en apprentissage, Ouais. mais toute notre vie, tu sais. Oui. Il y a Ouais. beaucoup de gens qui l'oublient, ça. Qu'on est, C'est vrai. on est en constant apprentissage. Ouais. Oui, puis le changement, c'est bien. Là, comme Ouais. c'est bien Uh-huh. d'essayer de changer, puis même de changer d'opinion, des fois même de valeur. Comme moi, c'est quelque chose que j'ai full appris à faire justement en vieillissant, puis en rencontrant mon amoureuse que j'adore comme... comment je pourrais dire... je trouve que c'est une des personnes les plus brillantes que je connais, fait que je me fie beaucoup à son opinion. Puis à ce qu'elle a à dire. Puis souvent, moi j'ai très les œillères de cheval là, quand je regarde de quoi souvent, là, c'est très. Puis elle, souvent elle met ça dans un gros portrait immense comme, Ouais. qui relativise tout ça. Puis j'éprouve full de satisfaction maintenant à comme changer d'avis sur quelque chose. Quand quelqu'un me convainc de quoi, je suis genre, ah, ok. Je suis rendu dans ta team. Ouais. Fait que il y a une équipe aussi, là, je suis pas genre convaincable, genre. J'ai parlé à quelqu'un du crack tantôt, c'est vraiment bien le crack, faut en prendre plus. Mais Je suis dans comme, son équipe. le crack, c'est bien à cause de ce gars-là. Ben, ça pour dire que je trouve ça cool de sentir que tu évolues aussi, de justement Ouais, pas rester bien la sûr. même personne. Man. Qu'est-ce qu'a fait ta blonde comme travail? Ah, ça va être très intéressant ça. J'aurais aimé ça. Ben, je suis vraiment content d'avoir Ouais. rôle. En passant, Mais j'aurais quand même préféré que... Ouais. J'y en avais parlé, mais elle est très gênée. Ouais. Fait que C'est je correct. respecte ça full. Fait que j'ai dit, OK, parfait, je vais amener Rose. Je savais que ça allait être une des deux. Mais mon amoureuse, elle travaille en édition jeunesse aux éditions Michel Quintin. Oh! Qui sont, pour vous donner une idée, là, c'est ceux qui font les trucs les plus populaires, qui Savais-tu? font les Savais-tu. Ils font beaucoup de bandes dessinées que je trouve excellentes. Les Gibi, je sais pas si tu as déjà vu ces bandes dessinées, c'est comme
un petit enfant bébé, mais qui est aussi un genre de héros. C'est cool. Ils ont plein de bonnes séries. Les Merlin, ils ont commencé à sortir un manga québécois que je pense que c'est les premiers à avoir fait ça, si je me trompe pas. Donc, elle travaille en édition, puis c'est ça, elle est éditrice, donc elle travaille avec des auteurs, surtout sur des albums jeunesse, des bandes dessinées. Wow. Puis moi, je suis le pire lecteur en passant, un très mauvais lecteur, puis elle m'a aidé à développer ce côté-là. Puis c'est drôle parce qu'ironiquement, ça fait comme bientôt 1 an que je travaille dans une bibliothèque. Fait que là, ça m'a vraiment plongé là-dedans, d'autant plus que je baignais là-dedans avec mon amoureuse. Fait que puis là, je commence à développer le plaisir de lire, mais à ma façon. Je suis pas capable de lire longtemps. Je suis pas capable de me coucher dans mon lit puis lire toute une après-midi. Mais là, j'ai découvert que je peux lire dans l'autobus, que je peux lire... Fait que là, j'ai découvert le plaisir de lire 10 pages, tu sais, comme 15 pages par 15 pages, puis finir par venir à bout de tout ça. Fait que un gros cadeau qu'elle m'a fait quand même dans ma vie, parce que j'étais là, moi, je pense que tous les livres que j'avais lus, c'est parce qu'on m'avait obligé de les lire à l'école. J'avais presque aimé aucune de ces expériences-là. Souvent, ma mère me prenait par pitié puis me finissait par me le lire, parce que ma mère est orthopédagogue, super, c'est genre une enseignante incroyable, fait qu'elle a toujours bien appliqué ça sur son fils qui est un petit peu TDA là. Fait que je pensais jamais un jour devenir un lecteur, puis j'avais un peu honte de ça, parce que t'es comme, ben j'écris, j'aimerais ça écrire des séries, des choses, mais je suis pas capable d'aller vraiment lire les trucs des autres, si on veut. Fait que là, je découvre un plaisir immense à lire les autres gens, puis on dirait que ça t'aide toi-même après ça. Ça me fait tu découvres des mots, tu découvres d'autres vocabulaires, d'autres façons de t'exprimer, mais en tout cas, ça te fait voir, ça t'aide à relativiser ton écriture à toi après ça. Fait que gros plaisir à lire maintenant, mais je suis encore un bébé. Est-ce que tu as des coups de cœur à nous partager? On a demandé à Rose son top 5 des films. Intéressant. As-tu des livres qui t'ont vraiment... Oui. C'est des livres très classiques. Là, j'essaie de me concentrer sur les livres québécois un peu... immanquable que j'aimerais ça lire un peu comme tout le monde. Fait qu'évidemment, mon amoureuse, elle m'a dit lis les livres de Jean-Philippe Barry-Guérard, tu sais, Haute Démolition, tout ça. Fait que le Manuel de la vie sauvage, le Sport divertissement, puis l'autre, Royal. C'est les 4 premiers livres que j'ai lus avec assiduité. Moi, j'ai vraiment aimé Sport et divertissement. C'est mon préféré des 4. Juste parce que j'aimais ça, haïr les personnages. J'aimais vraiment le cynisme là-dedans. Fait que classique que moi j'ai beaucoup apprécié. Puis moi j'ai réalisé que je suis pas capable de lire genre Les Chevaliers d'Émeraude, de genre il entre dans la salle pourpre dans l'ombre d'un cramoisi gras. Tu sais, comme je suis pas capable de lire les longues descriptions. Moi je veux lire des dialogues, je veux connaître les secrets des personnages, je veux genre avoir l'impression d'avoir accès à une intimité, puis que je suis comme oh my god. Fait que j'aime beaucoup ces livres-là qui sont là-dedans, dans Je me dénude devant vous. Fait que là, je lis Grimby au passé simple de Hakim Gagnon. Puis je l'ai pas fini. Ben, j'adore ça. Je pense que ça fait 4 fois que je pleure de rire ou d'émotion, tout simplement. Fait que là, celui-là, en ce moment, me touche beaucoup. Ça me rejoint aussi parce que je viens de Grimby. Je connais un petit peu Hakim. On s'est... Oui, c'est ça. On prend un petit chat. Oui. Fait qu'on s'est croisés un peu à travers l'impro. Fait que c'est cool de découvrir un côté d'une personne que je connaissais un petit peu, de découvrir un peu toute sa jeunesse, tous ses secrets, peut-être même toutes ses défauts, ses faiblesses, les trucs qui vont en lui qui sont comme ses obstacles dans sa vie. Fait que j'aime beaucoup ce genre de roman-là. Sinon, je suis un gars de bande dessinée. J'adore les bandes dessinées aussi. Fait que je vous recommande n'importe quelle bande dessinée de Batman parce que c'est le meilleur personnage de tous les temps. Puis je suis prêt à me battre avec quelqu'un pour le prouver. Non, je suis pas prêt à me battre. Mais voilà. Je pense que ce serait mes recommandations en ce moment. Mais je suis encore, c'est ça, comme je dis, un poupon là-dedans. Quand il y a quelqu'un qui vient me voir à la bibliothèque, genre, connais-tu un bon livre? Je suis genre, je le passe à ma collègue parce que c'est ça, je sens pas que j'en connais assez pour pouvoir reconnaître, mais ceux-là, je les ai beaucoup. Est-ce que ça serait quelque chose qui t'intéresse d'aller au Salon du Livre ou des choses comme ça ou pas nécessairement?
Vraiment, j'aimerais ça y aller. Mon amoureuse est tout le temps là, évidemment, avec sa maison d'édition. Fait que souvent, j'ai le droit à des petits billets de faveur. J'aime beaucoup ça. Moi, j'aime ça aller au Comic-Con, ce genre de trucs-là. Fait que je trippe à aller dans ce genre de convention-là. Puis là, cette année, j'aimerais ça y aller vu qu'il va aussi avoir Alex Lévesque avec Dessine Bandé qui va être là. J'allais à son lancement. Fait que là, j'ai déjà ma dédicace, mais je serais juste intrigué vu que je m'en viens un peu ami avec Alex, puis que je l'aime beaucoup. Je serais vraiment intrigué de voir la crowd éclectique qui viendrait le voir pour faire signer son album. Comme je serais vraiment intrigué de voir s'il y a comme des kids de 7 ans qui ont adoré les jokes de pénis qui explosent, genre de trucs comme ça, versus est-ce qu'il y a des gens comme... Je serais intrigué de voir s'il y a un vieux couple qui suit Dessine Bandé sur Facebook. On le trouve rigolo. En tout cas, fait que, ça m'intriguait de voir quel genre de crowd ça va attirer. C'est vrai. Ouais. De 7 ans à 77 ans, oui, genre? Oui, c'est ça. C'est tellement open, je trouve. Puis c'est drôle parce que je revenais de son lancement, puis là, je lisais les premières pages. Puis j'étais dans... Moi, j'habite à Blainville. Fait que je prends tout le temps, quand je suis à Montréal, souvent le soir, je prends un bus pour retourner chez nous. J'ai une voiture, mais j'aime pas ça conduire à Montréal. Fait que je viens tout le temps en transport en commun ou presque. Puis j'étais dans l'autobus le dernier là, qui s'en va vers Blainville. Il est 1h du matin. On est comme 4 dans l'autobus. Puis les 3 autres personnes, c'est clairement toutes genre... des infirmiers, des gens qui viennent de finir leur corps de travail de 12 heures, qui sont épuisés. Puis il y a moi, genre, qui est comme semi-chaud, qui est comme... qui s'esclave tellement fort dans l'autobus avec une bande dessinée ouverte comme ça qui est juste écrit « Dessine Bandé » avec un dessin de pénis sur la 4e de couverture. Fait que je sentais l'espèce de regard de « Ben, qu'est-ce qu'il lit, ce style d'énergumène-là qui nous dérange? Laisse-nous tranquille. » Fait que, voilà. T'es le seul à avoir du fun. Ouais, vraiment. Des fois, je suis le seul à avoir du fun. Mais c'est ça, c'est ces occasions-là où j'ai découvert que là, je peux lire justement le soir en retournant chez nous dans le bus pendant la petite ride. Ce que je faisais pas avant, vraiment pas. Fait que là, voilà. Moi aussi. Tu parlais de Alex Lévesque, que maintenant tu as l'occasion de fréquenter régulièrement. Est-ce qu'il y a, pas forcément dans le monde de l'humour, mais est-ce qu'il y a une personne, on va dire, vivante ou décédée, que tu rêverais de rencontrer? Ouh, wow! Excellente question. Le créateur de Batman. Ah! C'est vraiment drôle, ça. Je sais pas si l'espèce de Never Met Your Heroes, là, il y a du monde que je pense pas que je voudrais nécessairement full rencontrer. Je cherche. Ben, j'aurais aimé ça rencontrer, tu sais, mettons, si je vais dans l'humour, là, dans les humoristes très, très, très connus qui m'ont donné le goût d'aller en faire. Moi, quand j'étais plus jeune, mais encore aujourd'hui, je tripais vraiment fort sur l'humoriste américain Bill Burr, là, qui est super connu. Maintenant, je suis un peu moins fan. Plus ça avance, plus je suis comme Bill, qu'est-ce que tu me fais là? Il n'y a pas des bits un peu pas mal sexistes? Oui. Il est vraiment il est devenu le stéréotype du angry white man, un peu, là, vraiment. Puis je trouve ça super dommage parce qu'il y a une écriture puis une cleverness de maniaque. Fait que tu vois, lui, c'en est un que il y a une partie de moi qui voudrait le rencontrer juste pour catcher c'est quoi être à côté de Bill Burr, puis il y a une autre partie de moi qui est comme, mais je pense que je vais sûrement être relativement déçu d'une certaine partie. Mais il y a une époque où j'osais plus le dire parce que j'en avais comme un peu honte. Puis là, je suis comme, ben là, je vais le fucking assumer. Parce qu'il y a beaucoup de ce qui fait que moi, j'essaye, pas vraiment dans les thèmes qu'il aborde puis dans ce qu'il dit, mais dans sa façon d'être sur une scène, moi j'essaie beaucoup d'émuler ce genre d'humoriste-là. Beaucoup dans les act-out, beaucoup dans... je me mets à crier fucking fort à la scène. Fait que lui je serais bien intrigué de le rencontrer, quoique j'aurais mes réserves. Sinon, aïe,
C'est tellement de bonnes questions. Toi, y a-tu quelqu'un, Rose, pendant que je continue à réfléchir? Ouais, toi, Je te lance la balle un petit peu. Pendant que tu parlais, je t'écoutais, mais en même temps, je me disais, qui je prendrais? Vous, avez-vous votre réponse ou? Ah, il vient de trouver, là. Ah, vas-y. Ouais. Moi, je l'ai. J'ai trouvé. Grand fan de musique aussi, quand même, relativement. Grand fan de musique. Fait que j'aurais beaucoup aimé ça. Quand j'étais petit, mon guitariste préféré, c'était Angus Young, le guitariste de AC/DC. Je me déguisais tout le temps en lui. J'ai même une de ses guitares, ben pas à lui, mais genre le même modèle que lui utilise. J'étais enfant unique, fait que c'est pas moi qui l'ai acheté. J'étais genre, maman, achète-moi celle-là. Fait que Angus Young, je serais vraiment intrigué de le rencontrer. Encore une fois, je sais pas qu'est-ce que j'y demanderais, mais je serais intrigué de voir quel humain il est en dehors de son personnage de scène qui est vraiment extrêmement énergique. Puis sinon, si on va plus dans le côté Keb, là, de la patente, j'aimerais pas ça rencontrer Daniel Bélanger, sûrement. J'aime beaucoup ses chansons, j'aime beaucoup ses textes. Fait que lui, je pense que ça serait très intéressant. Puis, c'est ça. Ça serait ça mes pics, je pense. C'est vraiment bon. Je te laisse y aller, Clémence, toi, tu savais. Moi, c'est surtout dans le monde de l'humour. Ma grande idole, c'est Foresti. Ouais. Florence Foresti. Nice. C'est comme tu dis par rapport à Bill Burr, c'est de elle dont je m'inspire pour justement les mimiques, les changements de voix pour interpréter quelqu'un, l'attitude, tout ça. Moi, l'avion de Barbie, je le connais par cœur. Je le faisais à mes parents avant de manger. C'est l'équivalent du bénicité. Avant de manger ensemble, je faisais des trucs, des pestacles. Je faisais des pestacles toute mon enfance et en grande partie des répliques de Foresti. Donc ouais, je suis une fille de pestacle. Donc c'est ça. Nice. C'est pas mal ça. Après, dans les autres domaines, je sais pas encore, mais ouais. Moi, c'est David Bowie qui me fascine. Vraiment au niveau de la musique, mais au niveau du personnage aussi. Puis j'ai regardé des documentaires sur lui. Puis tu sais, c'est quelqu'un de fascinant. Puis en humour, au Québec, j'aime beaucoup Maud Landry. Wow, bon. J'aimerais ça juste comme hang out, là, tu sais, comme avec nos chiens, on va prendre une marche au parc à chiens, puis je sais pas, tu sais, elle me fait beaucoup rire. Ah, vous fouteriez. Ouais. Tu sais, elle parle, tu sais, oui, il y a plus une douceur calmement, dans son... c'est ça. Oui, Il me semble que on s'entendrait bien. Ça peut être un appel. Oui, Maud, si tu nous écoutes, tu es la bienvenue. Parc à chiens de Verdun. On dirait que je me suis mis à penser là, à des personnages fictifs que j'aimerais rencontrer. Oui. Genre là, on dirait que c'est super niaiseux. J'ai de la misère à trouver quelqu'un de réel. Mais quand je tombe dans la fiction, c'est vrai que tu as mentionné Batman. On dirait que Batman, je le connais tellement que je suis comme... Pas besoin. J'ai pas besoin de le rencontrer. Mais il y a plein de personnages que j'aimerais pas ça rencontrer. Genre, moi, j'aimerais ça rencontrer Voldemort puis être comme... comprendre son plan. Genre, pourquoi il faut que tu domines une école? Genre, pourquoi... Genre, juste une école et pas le mot. Oui, ben je sais que... Living small. Oui. Puis tu sais, moi, je me fie juste au film aussi, là. Fait que souvent, les gens qui ont lu les livres sont comme « Le plan de Voldemort est parfait, sans faire. De quoi tu parles? » Mais comme, je le trouve tellement stupide dans les films de genre, tout son plan tourne autour d'un kid puis d'une école. Ce qui me fait vraiment rire. Ou genre, le Grinch. J'aimerais beaucoup rencontrer le Grinch, celui de Jim Carrey, parce que je pense que c'est un film que j'ai le plus vu dans ma vie. C'est mon film de Noël préféré. Puis aussi, moi aussi, très en mode pestacle, genre, dire toutes les répliques du film constamment à tes parents, là. Fait que je pense qu'on se pèterait un bon trip, là, d'y aller là-dedans. Archidou, archidou. Moi, en plus, c'est la version en français. Comme, c'est ça. À ce temps, je ferais jamais ça, mais quand t'es jeune, tu grandis avec ça. Je suis pas capable d'écouter le Grinch en anglais parce que je connais toutes les gags en français. Et oui, ces affaires-là. Je te... En tout cas, j'adore ça crier. Je me retiens en ce moment. Oui. Et toi, Rose? Là, pendant laisser le temps. Mais elle est pas morte, mais une que j'aimerais vraiment parler, c'est Meryl Streep. Genre, parce que elle a tout joué. Elle a joué dans des films tellement hot, comme des films tellement underground. Elle chante aussi, ça fait de la comédie musicale, fait qu'on dirait que j'aimerais ça, passer un petit moment avec elle. Mais il y a tout le temps un bout quand je pense à rencontrer des personnes ultra connues que je me dis, ils doivent être tellement déconnectés.
Fait qu'il y a ça que je sais pas, je serais déçue. Tu sais, si j'arrive puis Meryl est super déconnectée puis on a aucun sujet de conversation au final. Mais tu sais, est-ce que... Tu sais, c'est con, mais tu sais, tu peux être quelqu'un d'extrêmement talentueux, mais avoir une carrière aussi longue que celle de Meryl Streep, je pense qu'elle a... Enfin, je sais pas, je suis pas dans sa tête, hein, mais je pense que t'as besoin de te faire, entre guillemets, à ramener sur Terre régulièrement pour continuer de faire perdurer ça. C'est pas... Puis aussi, peut-être qu'elle a plus la pression aussi, elle non plus, de comme toujours produire, toujours sortir, fait qu'elle peut se retirer, reconnecter, aller faire son épicerie tranquillement. Fait que je pense qu'elle, j'aimerais vraiment ça me fascine aussi, là, ça fait tellement longtemps aussi qu'elle a une carrière et tout. Fait que, aussi comme femme dans le milieu, on dirait que je suis curieuse. As-tu un film préféré d'elle? Attends, c'est quoi le film? Ben, Mamma Mia, Ultimate Classic. Moi, j'avais joué un câble là-dessus. Le film n'a pas besoin d'être encensé par la critique pour être mon film favori. Elle était hot là-dedans. Là, c'est nul. Je veux dire aussi, Dion s'habille en Prada. C'est un trop bon film. Mais on en a des bons. Je pense que c'est elle aussi qui joue dans Dead Becomes Her. Super bon film, un peu campy. Bien aimé. Mais elle me fascine aussi par son aura. Je sais pas, il y a de quoi qui se dégage d'elle que j'aimerais ça la rencontrer. Et ben, c'est là-dessus qu'on va terminer le podcast. C'est déjà fini! Oh my lord! On pourrait reparler des heures, là. Ben oui. Sinon, j'ai l'impression de faire la fake réaction classique. Mais honnêtement, ça fait 2-3 fois dans le podcast, je suis comme, on doit être à 20, là, on doit être à... J'aurais dit max qu'on était à 45 minutes. Non. Wow. Non. Et voilà. C'est ça. Fait qu'on vous remercie énormément de votre participation. Merci Gab d'avoir invité. Merci, c'est le deuxième choix. Merci à vous, merci à nos auditeurs et on se voit très bientôt. À très bientôt.